fait 29 degrés à Douala, la capitale économique du Cameroun. Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous. Vous suivez la 96.3 FM For You Radio et c'est votre grand talk de For You Radio. Merci une fois de plus d'être là. Aujourd'hui, on parlera des sujets essentiels, d'ailleurs comme tous les jours. On va parler de santé de manière générale, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous subissons, pas seulement au Cameroun, mais en Afrique. Et il est bien, il faut le savoir, il faut le connaître. Et ce sera une façon aussi d'interpeller nos gouvernants qui prennent, pourquoi pas, les meilleures solutions pour nous. On va parler de vaccins. Vous savez qu'ils sont nombreux aujourd'hui, qui sont contre ces vaccins qu'on nous impose le plus souvent. On va parler de cosmétiques parce que ce qu'on a appris, c'est que les produits que nous utilisons généralement, que ce soit le lait du corps, les produits pour les cheveux, sont souvent la cause de certaines maladies, dont le cancer. On parle même des serviettes hygiéniques. De toutes les façons, on aura un expert tout à l'heure sur ce plateau de For You Radio. Il va revenir sur ces spécificités, ce qui va nous permettre, nous, à la maison, vous qui nous écoutez, chers auditeurs, de prendre certaines dispositions pour protéger notre santé. Voilà, mais aussi, on va interpeller nos gouvernants afin qu'ils priorisent ce secteur essentiel parce que un peuple fort se veut également en bonne santé. Puis, précisément au Cameroun, pour parler de cette interpellation du GECAM sur la situation économique, nous allons revenir comme ça, tout simplement, petit commentaire. Ce sera toujours avec le docteur Imagine qui va nous retrouver sur ce plateau dans quelques minutes avec voilà, nos chroniqueurs qui sont d'ailleurs déjà là. Cette fois-ci, je vais commencer par Noira. Bonjour. Bonjour, merci justement de pouvoir donner la possibilité aux hommes de s'exprimer en premier dans cette radio. C'est tout un plaisir. Donc je crois que je ne vais pas déranger ou encore moins créer toute une armada tout à l'heure pour que le féminisme soit au rendez-vous. Donc parce que quand l'autre homme va partir, je vais rester seul entre deux femmes, donc il faut quand même que je puisse réclamer aussi, voilà, on appelle ça comment, l'égalité, parce que d'habitude, ce sont les femmes qui réclament l'égalité avec 50-50. Nous aussi, les hommes, on réclame aussi l'égalité. Est-ce que vous savez qu'il y a les femmes qui battent sur les hommes? Je n'aime pas ce débat. Non, c'est pas le débat. Tu sais que je vais titiller. Parce que quand on va à l'école, moi j'aime prendre cet exemple. Quand on va à l'école, Monsieur Noira, quand on dit que la pension c'est 50 000 francs, ouais, on ne dit pas Madame Sike, votre pension c'est 25 000 francs parce que vous êtes une femme. Pas du tout. Je paye 50 000, vous payez 50 000. Mais et alors... quand on sort, on va chercher le travail. Où est-ce qu'on dit alors? On dit que non, la femme ne peut pas faire ceci. Pourquoi, madame, pourquoi parfois les collègues et les amis de Madame Sike disaient souvent que il faut l'égalité des chances? Je suis pas d'accord avec ça. De toutes les façons, je ne crée pas les problèmes, mais je dis moi seulement, nous aussi les hommes, parfois on est souvent en minorité. On est souvent en minorité. Pardon. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne m'entends pas bien. C'est peut-être mon casque a peut-être un petit souci. Oui, je suis déjà en train de faire la gueule. Oui, je sais, Martin. Oui, je suis en train de faire la gueule. Oui, je sais. Je me plains, je suis jamais contente. Je passe ma vie à me plaindre, je suis jamais contente, je sais. Ton regard en dit long. Je suis pas d'accord avec Noira quand il dit que les femmes réclament 50-50, mais c'est d'une malhonnêteté. Wow. Je suis désolée, mais c'est d'une malhonnêteté. Les femmes n'ont jamais réclamé 50-50. Ce sont les hommes qui imposent le 50-50. Ah bon, hein? Oui. La société. Oui. Ah bon, ce sont les hommes qui imposent les 50. Oui. En Afrique. Oui. Les femmes n'ont jamais réclamé 50-50, ce sont toujours les hommes. Non, je ne vais pas ramener. En fait, c'est que je recherche les informations. Camerounaises, nous savons et nous reconnaissons que nous sommes d'abord des femmes et on respecte. On connaît la place de l'homme chez nous. C'est même ce que je voulais que vous puissiez dire. Non, je devais trouver un moyen pour que vous puissiez dire cela. Mais ça ne veut pas dire que on devrait, voilà, essayer. Comme
justement, en fait, c'est même ça la discrimination. C'est-à-dire que sur la table des débats, 50-50, c'est de là que part cette discrimination. Qui a même d'avoir amené l'affaire aux Nations Unies? On disait l'égalité des chances. Vous ne connaissez pas les trucs là avant que égalité des chances, des trucs comme ça. Bon, c'était pour faire un clin d'œil à nos charmantes dames qui sont avec nous, mais également aussi pour dire à ceux-là qui nous suivent habituellement que nous sommes, we are in the back. Donc, merci de rester connectés. Merci de rester connectés. Vous savez également, chers auditeurs et téléauditeurs, que vous pourrez à tout moment appeler pour participer via les numéros de téléphone suivants, plus 237 671 77 24 11 ou encore le plus 237 687 88 32 25. Donc, vous pouvez appeler à tout moment pour contribuer et participer. Et puis, l'autre que je m'en vais introduire avant peut-être de rentrer dans sa rubrique, voilà, avec lui, c'est Nguéné. Merci à vous, Nguéné. Bonjour. Bonjour à vous aussi, Kendoumbe. Bonjour à tous les autres et surtout à tous les auditeurs de la 96.3. C'est avec le même plaisir, la même détermination, le même enthousiasme et la même énergie que je vous retrouve ce matin dans le cadre de ce magnifique programme. Alors, Nguéné, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui dans le cadre du point sur l'actualité? Il faut dire que cette journée du mercredi est une journée différente, pas comme toutes les autres. Dans le cadre du point sur l'actualité, parce que c'est une journée déjà, il faut le dire. Le mercredi des téléspectateurs. Effectivement, c'est le mercredi des téléspectateurs. La différence avec les autres jours, c'est que aujourd'hui, en lieu et place des panélistes en présentiel ou encore à distance, c'est que ce sont les téléspectateurs ou encore les téléauditeurs que nous prenons en relais via les ondes de la 96.3 FM qui feront le débat. Et de quelle façon? C'est-à-dire en appelant et en donnant leur point de vue, en donnant leurs analyses et en donnant surtout leurs commentaires sur les sujets d'actualité qui seront mis sur la table. Donc, hier, malheureusement, ils n'ont pas eu la possibilité d'intervenir en direct durant l'émission. Donc, j'ai dû renvoyer cela à ce mercredi pour pleinement profiter de cette journée. Donc, nous aurons 3 thématiques aujourd'hui. Nous allons nous intéresser et d'entrer à la Côte d'Ivoire dans la perspective des législatives qui approchent. On le sait tous, après le scrutin du 25 octobre dernier, la Côte d'Ivoire se prépare à faire face à une nouvelle échéance électorale. Et quand on dit élection en Côte d'Ivoire, il faut souvent faire très très attention parce que ça peut aller en vrille très rapidement. Donc les législatives auront lieu le 27 décembre 2025 du côté de la Côte d'Ivoire. Et le parti de Laurent Gbagbo a lancé les hostilités lors de son comité central du 6 novembre dernier. Il a annoncé, il a appelé au boycott de ces législatives. Du coup, on est un peu, je vais dire quoi, cet appel au boycott relance le débat autour justement du climat politique en Côte d'Ivoire. Parce qu'on sait déjà d'entrée que ce même PPACI n'avait pas participé à la présidentielle je vais dire quoi, après l'exclusion de son candidat Laurent Gbagbo de la liste électorale. Ça avait fait grand débat du côté de la Côte d'Ivoire puisqu'à un moment donné, on a semblé qu'il y avait un affrontement pratiquement entre d'un côté la faction qui est restée fidèle à Laurent Gbagbo et l'autre faction qui avait décidé de suivre Awadon Melo dans la même lancée. On reproche à Laurent Gbagbo de ne pas avoir trouvé un plan B et d'avoir privé son parti justement d'une participation à la présidentielle. D'avoir offert la victoire au président Ouattara. Ouattara, c'est le débat qui revient justement ces dernières semaines en disant oui, Laurent Gbagbo a refusé d'amener son parti à la présidentielle. Du coup, il a balisé pratiquement le chemin au président Alassane Ouattara qui a été réélu avec plus de 80% de suffrages valablement exprimés. Alors là, en appelant au boycott, est-ce qu'il n'est pas par la même occasion en train de signer son suicide politique, puisqu'on sait ce que représentent les législatives pour un pays. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est une plateforme qui vous est offerte afin que vous ayez des élus, que ce soit au niveau des municipalités ou au niveau du Parlement. Alors, on sait ce que cela représente. Quand vous n'avez pas des élus auprès de ces institutions-là, vous n'avez pas la possibilité de faire entendre la voix du peuple. Alors, est-ce un risque que le PPACI peut se permettre de prendre, partant déjà du fait qu'il n'a pas participé à la présidentielle qui vient tout juste de s'achever? Est-ce que le président Ouattara n'est-il pas par la même occasion en train de signer son suicide politique? Quel sera le regard de tous les militants du PPACI
vis-à-vis de ce leader-là, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression, selon les retours qui nous viennent de la Côte d'Ivoire, qu'on est beaucoup plus dans le culte de la personnalité. C'est-à-dire, on a des militants qui sont divisés entre loyauté à Laurent Gbagbo et leurs ambitions politiques personnelles. Alors, quel est le sentiment qui peut, dans un tel contexte, prédominer au regard justement des enjeux politiques à venir? Parce qu'une chose, c'est de dire, oui, on ne veut plus du président Alassane Ouattara. Une autre, c'est de mettre les moyens en jeu pour effectivement montrer qu'on... Oui, pour pouvoir l'écarter. J'aimerais qu'on prenne quelques... Oui, justement, on va un peu en 30 secondes. Oui, en 30 secondes, ce que je voulais dire, c'est que au rythme tel qu'il est en train de présenter, quand on regarde la situation en Côte d'Ivoire, on craint justement qu'il y ait une division de façon claire, il y a déjà nette. Division, en fait, je vais dire de façon officielle, accrue au niveau du PPACI. Et j'ai comme l'impression que le président Gbagbo va risquer un peu de faire du Maurice Kamto au Cameroun, ce qui à un moment donné va risquer de porter préjudice et au sein de l'opposition créer un énorme problème. Parce que récemment, le président du COGEP, Charles Blé Goudé, lui, il a appelé à ce que les Ivoiriens se réunissent et plutôt aillent sur le terrain pour les législatives afin de pouvoir avoir des sièges et tenter de bousculer le pouvoir. Et quand on regarde ça, on a Blé Goudé qui appelle à ce que les gens aillent sur le terrain, Laurent Gbagbo qui demande aux gens de ne pas voter. J'ai comme l'impression à un moment donné que l'opposition en Côte d'Ivoire, telle que c'est en train de partir, ça va risquer de devenir un grand problème. Et l'action du président Gbagbo, vraiment, elle n'avantage pas. Elle n'avantage pas du tout. Il dénonce le cadre électoral qui serait selon lui biaisé d'avance. Parce qu'il estime que tout est, je veux dire quoi, défini tout est mis en place pour que le président Ouattara, ou du moins pour que le RHDP... Sauf qu'on a vu que, si on prend le cas du Cameroun, on voit que généralement, ça ne paye pas, parce que c'est toujours le pouvoir qui va bénéficier. Ça ne paye pas du tout. Mais moi, j'ai une autre réflexion. Est-ce que la présidentielle ne devait pas justement servir de leçon aux différents partis d'opposition en Côte d'Ivoire? On a vu, les opposants sont allés en rang dispersé. Oui. C'est vrai que chacun, aujourd'hui, on souhaitait que le président Gbagbo soit celui-là qui porte cette opposition. Maintenant, M. Ouattara a gagné cette élection avec plus de 80%. Législative municipale, est-ce que ce n'est pas le moment aujourd'hui de tirer des leçons de cette présidentielle et se mettre ensemble pour pouvoir, pourquoi pas, rafler quand même un maximum de sièges? Mais on a l'impression effectivement que jusque-là, l'opposition n'a pas encore tiré réellement les conséquences de cette élection. C'est le sentiment qu'on pourrait avoir, mais les divisions ne datent pas d'aujourd'hui. Vous vous souvenez du tollé que cela a suscité quand Simone Veil, par exemple, a décidé de se présenter à la présidentielle, quand Awadon Melo, sans toutefois oublier tous les autres candidats, Billon, qui était d'ailleurs ancien ministre, on a noté une forme de division, parce qu'on se serait attendu durant cette présidentielle que les candidats qui avaient été exclus, ou du moins écartés de cette présidentielle puisqu'ils n'étaient pas inscrits sur la liste électorale, apportent ouvertement leur soutien à tous ceux qui avaient été retenus, ou du moins à tous les autres candidats de l'opposition engagés aux côtés du président Alassane Ouattara. Sauf que ni le président Gbagbo du PPACI, ni celui du PDCI, c'est-à-dire le président Thiam, n'ont donné un mot d'ordre à leurs militants pour qu'ils soutiennent ouvertement tous les autres qui étaient engagés. Donc, à un moment donné, déjà, vous voyez qu'au niveau de l'opposition, c'est pratiquement la même chose. Ce qu'on reproche ici à certains opposants au Cameroun, c'est pratiquement la même chose qu'on voit du côté de la Côte d'Ivoire. Et maintenant, revenant sur ce que Manuela Siké dit par rapport aux enseignements qu'il faut tirer, ce qu'il faut dire, c'est que le cadre électoral, il est biaisé d'avance. Ça c'est une réalité que nous connaissons tous. Mais quand on parle de même avant la présidentielle, effectivement, le signalait déjà, oui. Le candidat qui arrive à la présidence, du moins celui qui arrive à la magistrature suprême, il cherche souvent par tous les moyens à mettre des institutions qui lui seront favorables. Ça, c'est un fait. Et maintenant, quand on parle de représentativité, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, que ce soit au niveau du Sénat, du côté de la Côte d'Ivoire, il y a un fait qui est réel, le RHDP aura forcément la majorité. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, la chaise vide ne profite absolument à personne. Il faut tout faire pour avoir des élus. Déjà, vous savez qu'au Cameroun, c'est conditionné. Je ne sais pas ce que prévoit le code électoral du côté de la Côte d'Ivoire, mais au Cameroun, il est mentionné que si vous n'avez pas d'élu, vous n'avez pas la possibilité d'être candidat à une élection présidentielle. Donc, je ne sais pas ce que prévoit la Côte d'Ivoire, mais il est clair aujourd'hui que en voulant boycotter, ou du moins en appelant au boycott, c'est une décision qui ne
qui ne fera forcément pas les affaires de Laurent Gbagbo et qui ne fera non plus les affaires de ses militants, parce qu'il faut le dire, au-delà de la personne de Laurent Gbagbo, ses propres militants, il y en a qui nourrissent également des ambitions politiques, il y en a qui veulent être, qui veulent se maintenir au poste de député, parce qu'il y a des députés PPACI et autres, et même PDCI, mais est-ce qu'on va prendre le risque justement de les perdre parce qu'on va aller dans un nouveau cycle de bras de fer qui, a priori, ne sera favorable qu'au président en place. Donc, ça, c'est une réalité politique aujourd'hui qu'on ne peut pas ignorer. Thérèse, tu souhaitais dire quelque chose? Oui, je voudrais réagir à l'attitude de Laurent Gbagbo. Je suis assez surprise quand même parce que nous savons tous autant que nous sommes, qui est Laurent Gbagbo. C'est tout de même un animal politique. Et alors, est-ce que son attitude est une stratégie ou alors un cri de désespoir parce que il n'a pas eu des coups de franche, il a été mis entre guillemets, du moins, il a été, on lui a pas permis d'être candidat. Tout à fait. Voilà, il a été écarté. Alors, connaissant quand même le personnage, parce que c'est quand même, il a quand même été chef de l'État. C'est vrai que bon, voilà, il a eu des soucis avec la haie et tout ça, c'est des tensions. Bon, ça peut diminuer un homme. Ça, je peux comprendre. Le divorce avec son épouse, bon, peut-être également. Mais donc, je repose la question, est-ce que c'est un acte de désespoir ou c'est une stratégie? Parce que ne pas aller aux législatives, je prends le corollaire, je prends le cas probant du Cameroun avec Maurice Kamto justement, et cela lui a été préjudiciable. Alors Laurent Gbagbo est quand même bien placé pour savoir que ne pas aller à la course de décembre prochain, eh bien cela pourrait justement mettre à mal, et non seulement lui-même, mais également ceux qui le suivent. Oui. Donc voilà. Et moi, je pense clairement que ça ne va pas bénéficier parce que même je vais dire l'union qu'il y avait entre PPACI et PDCI, quand on regarde déjà, ils étaient ensemble unis pour la présidentielle, mais nous voilà aux législatives, le président Gbagbo appelle au boycott. Pendant ce temps, de l'autre côté, Tidjane Thiam, lui, il a fait une mobilisation pour demander aux militants du PDCI RDA de partir aux législatives. Vous voyez d'ailleurs complètement que on est déjà il y a déjà scission entre les deux, et c'est Bégoudé également qui s'ajoute. Donc Laurent Gbagbo, je crois clairement qu'à un moment donné, si Nguyen évoquait ça peut-être là, il y a le côté justement des ambitions politiques que les uns et les autres nourrissent. À un moment donné, les uns et les autres vont se fatiguer, même si on connaît quand même la pointe du président Gbagbo, mais sur l'échiquier politique, tant qu'il y aura plus des élus, oui, ça va pas le profiter à un moment donné. Antércis parlait de stratégie. Il faut dire que avant la présidentielle, il y a un certain nombre d'actions qui ont été d'ailleurs entreprises par la coalition de l'opposition, qui avait d'ailleurs été la principale, Cap Côte d'Ivoire, qui réunissait les deux principales formations de l'opposition, que ce soit le PDCI, que ce soit le PPACI. Ils sont allés dans un bras de fer, les Ivoiriens sont sortis dans la rue, on a vu ce que ça donnait. C'était un bras de fer qu'ils n'ont pas remporté, ils ne peuvent pas. Quand vous avez en face une machine comme le RHDP, vous ne pouvez pas espérer mieux dans un tel contexte. La liste électorale ne sera pas révisée, ça c'est un fait. On avait suivi le président de la CEI le dire, que le temps n'était pas propice pour une révision de la liste électorale. Le cadre électoral qui est jugé aujourd'hui biaisé par Laurent Gbagbo ne sera non plus revu. Ça, c'est un fait. On ira aux législatives en décembre 2025 avec pratiquement les mêmes outils qui ont servi à préparer le processus électoral qui a conduit une fois de plus le président Alassane Ouattara à la magistrature suprême. Donc, le plus important aujourd'hui pour Laurent Gbagbo, ça c'est ma petite analyse à moi, c'est peut-être, étant donné qu'il reste exclu de la liste électorale, qu'il essaie d'ouvrir un tout petit peu le champ politique au sein même de son parti. Puisque je reste persuadé qu'aujourd'hui, à plus de 80 ans, il y a forcément des chances, et du moins il y a la possibilité qu'il puisse donner la possibilité à un autre, qui pourra conduire, mieux implémenter sa vision, ou du moins ses idéaux, passer la main, tout simplement. Parce que le jeu politique est verrouillé. Et vous ne pouvez pas, dans un tel contexte que sur la Côte d'Ivoire, gagner ce bras de fer face au président Alassane Ouattara. Et il y a ce message sur... On rappelle à nos auditeurs et téléauditeurs, effectivement, et vous nous suivez aussi à travers les différentes plateformes Facebook, YouTube, notre application For Your Media Africa. Merci de nous suivre. Marc qui dit « Blé Goudé ne compte pas en Côte d'Ivoire, nous sommes dans la résistance ».
Mais il faut dire. Non, mais ça, ce sont des considérations personnelles. Vous savez que chacun est libre aujourd'hui d'apporter son soutien à qui il veut. Ça, c'est le champ politique. Dit que Blé Goudé ne compte pas, je pense que c'est... C'est quand même l'histoire, monsieur Marc. C'est un peu fort de café quand même. C'est un peu fort de café. Non, mais c'est quand même une réalité aujourd'hui. Vous voyez que quand vous avez des personnes qui ont pris des positions plutôt tempérées et qui ne décident pas d'aller dans un bras de fer avec le président Ouattara, du coup on leur colle des étiquettes comme étant des pions du régime en place. Donc je pense que... Ça veut dire que Blé Goudé va devenir comme un pion du régime en place? Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je dis, c'est que c'est l'impression, ce sont les interprétations que certains, ou du moins certains Ivoiriens aujourd'hui ont. C'est l'image que certains ont de Charles Blé Goudé. Mais nous, on a eu l'occasion de l'avoir ici au Cameroun. Charles Blé Goudé, on l'a écouté. Il est revenu sur ses motivations. Pas plus tard que le week-end dernier, il parlait également de sa démarche aujourd'hui. Il n'est pas dans un bras de fer. Il estime que quand vous avez en face une machine comme celle-là, vous devez définir une stratégie qui peut vous permettre justement de compter dans le jeu politique ivoirien. Donc, je pense que ceux qui ont des avis tranchés, ils sont libres de les avoir. Est-ce qu'on pourrait dire que la stratégie de Blé Goudé nous fait penser à la stratégie d'un certain Célestin Jammeh? Je pose la question. Il n'y a pas match. Je ne regarderai pas. Beaucoup Blé Goudé, ça vous le savez. Vous savez que j'aime beaucoup Charles Blé Goudé. Oh là là. Non, mais c'est une question. C'était pour savoir. Une chose, c'est de le penser. Une autre, c'est... Comparaison n'est pas raison. Mais est-ce qu'on pourrait quand même... Oui, mais on serait quand même en train de se demander. Quand on commence à parler de stratégie, c'est comme si on est en train de... C'est comme si on... Charles Blé Goudé a officiellement appelé à voter pour Simone Eivé Bagbo à cette élection présidentielle. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il reste un opposant qui ne cache pas ses positions. Qui est parti dans le G20 soutenir le candidat. Donc Paul Biya, Charles Blé Goudé n'a jamais appelé à voter pour le président Alassane Ouattara. Bien au contraire, aujourd'hui quand on le suit, on l'écoute. Son souci, c'est qu'il y ait justement un changement. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, il appelait un changement à Nelson Mandela. C'est-à-dire que quand il compare le contexte, il vous dit, oui, au Sénégal, vous avez vu comment on a muselé certains et qui sont revenus. Ils ont pris le pouvoir, donc et il faut se montrer patient. Ça, c'est le discours de Charles Blé Goudé. Il n'est pas dans une forme de confrontation avec le pouvoir en place, mais bien au contraire, il a apporté son soutien à Simone Eivé Bagbo et c'est toujours le cas, je pense bien. Alors, on va évoluer, Nguéné, avec les autres thèmes de ce soir. On a parlé de la Côte d'Ivoire. Nous allons également revenir ce soir, puisque vous savez, c'est la première édition Libre Antenne que nous organisons sur les antennes For You Media Africa depuis la cérémonie d'investiture du chef de l'État, président Paul Biya. C'était jeudi dernier. Nous sommes mercredi, on n'a pas eu l'occasion de donner la parole à nos téléspectateurs pour qu'ils s'expriment sur les priorités qu'ils attendent justement de ce nouveau septennat. Lors de son discours d'investiture, le président Paul Biya nous avait dit que priorité sera accordée à la jeunesse et aux femmes. Alors, compte tenu du contexte actuel, qu'attendez-vous réellement de ce nouveau mandat du président Paul Biya? Vous aurez la parole tout à l'heure, vous aurez l'occasion également de pouvoir réagir. Nous sortirons du Mali. Nous reviendrons sur un sujet qui a déjà été abordé, celui de la sortie de l'Union africaine le week-end dernier, sur cette intervention internationale. Ils sont également nombreux à avoir souhaité qu'on remette le sujet sur la table, puisqu'ils n'ont pas eu suffisamment de temps de parole lundi, lorsque nous abordions cette thématique-là. Donc, vous avez la possibilité aujourd'hui, 3 minutes de temps de parole pour chacun. Vous pourrez réagir, commenter, mais surtout donner vos avis et vos impressions sur ces 3 thématiques. N'oubliez surtout pas qu'en dehors de ces 3 thématiques, vous avez la possibilité de réagir sur d'autres sujets d'actualité qui vous intéressent particulièrement. Votre choix. Voilà le menu de la soirée. Merci Nguéné, merci beaucoup pour, je vous en prie, pour ces sujets. Donc on invite nos téléspectateurs, téléauditeurs, auditeurs à 18h. Voilà. 18h heure du Cameroun, 17h GMT. 17h GMT. Point sur l'actualité, ce sera bien sûr une présentation de Nguéné, le mercredi des téléspectateurs. Merci beaucoup. Je vous en prie.
retour sur ce plateau de For You Radio 96.3 FM. Notre invité également nous a rejoint. On rappelle que tout à l'heure, nous allons faire le point sur une actualité majeure, essentielle avec Pharaon Antérésis et bien sûr avec Florent Noira. On va revenir sur les 5 plus grosses actualités majeures selon nous. Au Cameroun, mais aussi 5 autres hors du Cameroun, avant de sortir avec, voilà, on s'en fout pas, on commente ou on zappe, ce sera pour terminer. Mais là, nous allons prendre environ 30 à 45 minutes de débat, de vif voilà, échange avec notre invité, le docteur Emma Jeans, qu'on ne présente certainement plus. Merci beaucoup à vous, docteur Jeans, d'être là. Bonjour. Bonjour, c'est moi qui vous remercie. Désolé pour le retard de tout à l'heure. Je serai là depuis 30 minutes, mais sorry. J'ai proposé, la disposition est venue d'ailleurs. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Doc. Je ne sais pas si je dois encore vous présenter M. Noira, Pharaon Antérésis. Voilà, nous sommes en face de vous. Bonjour. Voilà. On rappelle que vous avez quand même plusieurs casquettes, Dr. Jeans. Comment on vous présente? Moi, je ne sais plus. Je suis un chercheur libre, mais surtout médecin, parce que c'est ça qui est sur ma carte d'identité. Okay. J'ai eu envie de vous poser la question qu'est-ce que vous appelez combattant Dr. Emma Jeans? Comme vous voulez. Certainement de casquette. Voilà donc, Dr. Emma Jeans, nous allons aborder un thème très important. On va parler justement de santé, mais j'aime vraiment la façon dont vous abordez la question de la santé, parce que ça va au-delà de cet aspect, je ne sais pas si je dois dire technique, celle qu'on a l'habitude de poser lors des débats. Il faut prendre paracétamol, il faut prendre Doliprane, il faut prendre... On va encore un peu plus loin, ça nous permet de chercher, de comprendre exactement ce qui va. Ça touche même la géopolitique, ça touche même la géostratégie. Donc ça va vraiment, on va vraiment en profondeur lorsqu'on parle de santé avec vous. Et aujourd'hui, on s'intéresse quand même à une situation, je ne sais pas si je dois dire un fait. C'est vrai qu'on va toucher plusieurs points, mais on a mis entre autres en avant vaccins, cosmétiques, serviettes hygiéniques, etc. Modernisation ou poison bien emballé. C'est pour dire quoi, Dr. Jean? Peut-être pour aller directement dans le vif du sujet. La modernisation de notre médecine. La médecine aujourd'hui, c'est bien, ou alors simplement c'est un poison comme ça qu'on nous donne? Est-ce que les vaccins, c'est mauvais? Nos cosmétiques, les serviettes hygiéniques, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Parce qu'on sait que vous avez, on connaît vos faits d'armes, hein? Vous êtes souvent sortis pour dénoncer certains vaccins. D'ailleurs, je pense que vous êtes même contre. Pour la petite histoire, pour ceux qui ne savent peut-être pas, le docteur Emma Jeans, c'était... inoculé. Oui, le sang soi-disant contaminé par le VIH, voilà, devant un parterre de témoins à l'hôtel de Watt il y a 10 ans, voilà, et devant un huissier assermenté. Je me suis injecté parce que la théorie du VIH, la théorie du VIH-Sida, elle est fausse à 95%, mais les gens ne le savent pas. Ce sont les tests faux qui réagissent sur n'importe quoi et condamnent des gens à des médications et des stigmatisations qui ne disent plus leur nom. Donc, pour revenir à votre question, oui, je veux d'abord préciser que modernité ne rime pas forcément avec bien ou bien-être, ou bon. Voilà, donc, lorsqu'on parle de modernité, on pense que c'est tout ce qui est beau. Mais de plus en plus, vous allez remarquer que la santé, qui est la plus grande richesse, est la plus touchée. Vous voyez ce qui se passe avec le monde de la technologie, les téléphones sont devenus des ordinateurs intelligents, les ordinateurs sont devenus, vous-même vous savez, mais sur le plan de la santé, elle dépérit de plus en plus. On se demande comment est-ce que les gens peuvent d'un côté très très grand en tout, en technologie, on a comme l'impression que le cerveau humain n'a plus de limites, mais sur le plan de la santé, vous voyez, le pape est mort devant 42 médecins. La dernière fois, c'était le président de Apple qui était mort devant 21 médecins pour un problème traitable. Mais on a élevé tellement le niveau qu'on a oublié qu'il n'est pas une machine, encore moins un avion hypersonique. Voilà, donc lorsqu'on évolue, on remarque que les jeunes médecins, par exemple, se plaignent de n'avoir pas de plateau technique. Quel prétexte pour ne rien faire?
Vous voyez, on essaye de moderniser tout. C'est un peu comme si on a lancé une course. C'est après l'arrivée que les gens commencent à courir. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le décalage est tellement bizarre et tellement bas que c'est après la course qu'on veut commencer. Une sorte de mise de charrue avant les bœufs. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et vous allez remarquer d'un côté que les animaux sont restés centenaires. L'hippopotame vit 100 ans dans la boue. Ce gars est tellement jaloux que si tu regardes sa femme ou celle qu'il prétend aimer, c'est la canine de 30 cm qui est à l'assaut de ton corps. Il se blesse, il se déchiquette, mais comment est-ce qu'il guérit dans la boue? Un système d'auto-guérison est propre à tout être vivant. Mais ce n'est que l'humain qui a pensé ou bien qui s'est laissé tromper par la médication folle, vaccination entre autres. Vous allez bien remarquer que ceux qui ne sont pas très médicalisés, c'est surprenant, sont plus en santé. On a à côté de nous ici les nordistes extrêmes là. Laissez-moi parler des taupouri qui habitent dans des maisons, qui vivent dans une huttes sans fenêtre, sans porte. Les enfants barbotent avec les canards à 6 mois, mais ils sont les plus en santé et c'est eux qu'on consulte pour creuser nos trous. Il faut se poser des vraies questions. Alors lorsqu'on regarde les vaccinés, les hyper médicalisés qui ont des assurances, ils sont constamment des poulets de ferme. Des poulets de ferme et parfois, je ne veux pas dire l'autre qui voulait sortir là, ça risque d'être péjoratif. Voilà, donc à un moment donné, il faut se poser des vraies questions. Où allons-nous? Je pense qu'il faut rentrer à la simplicité, revenir à la nature. Je ne sais pas si mon introduction a tout cassé, mais je vous écoute encore. Et moi, j'ai envie de savoir, Dr Jinx, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans le grand talk de Euphoria 2. Je m'appelle Anteri 6. Alors, je suis émerveillé. J'aime beaucoup les gens qui parlent bien. Parce que je peux vous écouter du matin jusqu'au soir sans me lasser. Et je ne vous flatte pas ce que je dis, c'est vrai. Merci. Ma patronne, elle peut vous le dire, mon collègue également. Alors, c'est vrai que quelque part, le bas a blessé quelque part. Et j'ai envie de savoir, parce que vous évoquez quand même une situation qui est hors norme, que les gens qui sont les moins frileux sont ceux qui sont les moins médicalisés, mais que ceux qui ont des assurances, pour vous paraphraser, pour reprendre vos termes, sont ceux qui sont les plus fragiles. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a coincé? Pourquoi est-ce qu'une certaine médecine a autant pignon sur rue et autant le vent en poupe? Voilà, il faut le dire et les gens ne le savent pas. Ce sont les firmes pharmaceutiques qui écrivent les livres des facultés de médecine. Donc, le médecin moderne est un pharmacien qui parfois veut l'ignorer, mais en réalité, le vrai, parce qu'à la fin, au finish, il ne sait que prescrire dans la plupart des cas. En dehors des infirmiers et des chirurgiens, vraiment, c'est le prescripteur professionnel. Mais il s'est passé quelque chose. Rockefeller décide de moderniser la santé après avoir remarqué que c'est du business et c'était un chasseur de primes. Rockefeller, vous savez, il est dans toutes les activités, la grande bouffe, l'industrialisation de ceci. Ce n'était pas pour faire avancer le monde, c'était pour gagner de l'argent à tout prix. Le gars se dit, tiens, le côté de la médecine, on ne peut pas la laisser comme ça. Puissions-nous la rénover, lui donner d'être tellement moderne. Et puis, sous son appui, on a écrit des lois pour favoriser une certaine recherche scientifique au bénéfice de la médecine moderne. Et tout le monde a embrassé parce qu'il fallait financer des recherches et ainsi de suite. Les gens attendaient. Ils voulaient du plus pour leur santé. Quelque temps auparavant, la peste espagnole avait fait des catastrophes impossibles et bien d'autres maladies comme des grippes espagnoles, les grippes espagnoles et autres. Les gens ne savaient plus sur quoi s'en tenir, si bien que quand l'avènement du vaccin commence à sonner le glas d'une libération, les Rockefeller et ses enfants se positionnent pour créer une pharmacie. Et les grands scientifiques s'assoient pour écrire les textes de la médecine dite moderne. On oublie la plus ancienne qui aujourd'hui a plus de 6000 ans, c'est-à-dire la connaissance des plantes. Et cette connaissance des plantes nous est accordée par les animaux parce que les sages auparavant observaient les animaux et ils se soignaient par l'observation. Ce n'était pas des recherches sur les rats comme on nous ment, on dit que les rats de laboratoire. Et c'est simple que ça, les gens acceptent n'importe quoi. Quand tu as fait l'expérience sur le rat et tu lui demandes comment il va, il dit quoi? On nous a menti. La véritable médecine La véritable médecine commençait par l'observation des plantes et des animaux, tant pour moi. Et ce sont ces animaux qui nous ont aussi appris à manger parce que ce que l'animal mange ne tue pas l'être humain. Et instinctivement, contrairement à nous qui avons la sagesse et nous phagocytons notre instinct, l'animal connaît encore ce qui le soigne.
Et le sage observe, l'intelligence est là pour être au-dessus de l'instinct. On observe c'est l'âne qui nous révèle la force du kaolin, c'est le singe qui nous révèle la force du charbon, et ainsi de suite. Oh, oui, ce n'était pas des recherches empiriques. Vous savez, les grands chercheurs n'ont pas été les lombiques, hein. Ils ont toujours été les gens qui étaient très proches de la nature. Vous allez remarquer, tous les grands chercheurs n'étaient pas des lombiques, hein. Je ne dis pas que les universitaires n'ajoutent rien. Nous comprenons. Je n'ai pas dit ça. Il ne faut pas que ça universitaire. devienne un problème. Non. Je n'aime pas les problèmes, vous le savez. Voilà donc. Alors, on a laissé la médecine naturelle proche des plantes et on est entré dans la chimie. Et on ose nous mentir que les médicaments sont les génériques à partir des plantes. Oui, mais est-ce que ce n'est pas vrai? Ce n'est pas vrai. La majorité des produits pharmaceutiques, là, j'en appelle aux pharmaciens pour me contredire ici, sont dérivés du pétrole. Du pétrole et du plastique. Le pétrole est un poison. Ah, et vous croyez que quoi? Moi, je peux vous citer maintenant 5 comprimés pour qu'on utilise en psychiatrie et en neurologie. L'argatyl, Equanil, Artencin, Alloperidol. Il n'y a rien de naturel là. Ce sont des produits dérivés du pétrole. Oui, et la majorité des produits neuroleptiques aussi sont dérivés du pétrole. On y ajoute quelques plantes, juste quelques plantes. Mais moi qui suis au laboratoire et qui décompose ces conneries régulièrement, quand je dis connerie, c'est parce que quand ça devient tellement rempli dans notre corps, c'est une connerie. Je ne dis pas que c'est inutile. Il y a des procès qui peuvent commencer là-bas après l'écran ou après la radio. Non, je ne dis pas ça. La médicalisation est nécessaire quand il faut respecter les normes. Nous ne sommes pas chimiques. Nous ne sommes pas chimiques et l'information médicale, lorsqu'elle n'est pas très proche de notre ADN, elle nous détruit. C'est pourquoi nous avons des maladies iatrogènes dont dû aux médicaments, et l'Organisation mondiale de la santé va jusqu'à reconnaître que 50% des maladies actuelles sont iatrogènes. Et vous allez remarquer que nos parents n'avaient pas certaines maladies. En passant, juste pour continuer, si je vous ai répondu. Voilà donc ce qui se passe avec Rockefeller qui décide de moderniser la santé, la pharmacie, et écrit les livres de la médecine. Et le médecin bien formé aujourd'hui en anatomie et tout ça est un prescripteur par excellence. C'est là où le bas blesse, parce que les firmes pharmaceutiques sont capitalistes et veulent de l'argent à tout prix, fut-il qu'ils créent des maladies pour vendre les solutions. Oui, parce que comme on dit, Dr Dings, il n'y a pas de Bellérophon sans chimère. Tout à fait. J'ai une question, Dr Emma Dings, qui est un peu à la suite, ou bien le prolongement d'Antérécis. Alors, comme elle a eu à indiquer, vous-même vous l'avez si bien indiqué, que ceux qui sont malades sont les personnes qui sont habituées aux médicaments. Le problème, c'est à quel niveau? Est-ce parce qu'au départ, on a eu à habituer à des gens à prendre des génériques, ou tout simplement... Dès la base, on leur a habitué à prendre des plantes médicinales. Est-ce que c'est une adaptation du corps humain ou bien c'est fonction de chaque être humain? Ok, je vais répondre terre à terre de façon à ne pas m'écarter de votre sujet par des exemples. Vous savez, quand on me pose une question, il y a tellement à dire. Et lorsque je regarde le timing, j'ai envie de tout dire en 1 minute. Et je me retrouve parfois en train d'aller un peu loin. Mais je vais vous expliquer ce que c'est que le médicament. Le médicament est une substance qui donne à l'organisme de s'exprimer. C'est tout. Ce n'est pas intelligent. Dans la pensée des enfants ou bien des gens qui ne réfléchissent pas dans ce sens, on peut se dire par exemple que le Bactrim sans publicité est un petit soldat microscopique avec une Kalachnikov qui tire sur les bactéries étant dans l'organisme. Non, c'est pas ça. L'organisme a des ressources qu'il faut déclencher. C'est ça que nous donne l'alimentation, les suppléments nutritionnels, les compléments alimentaires. Le médicament alors vient inciter l'organisme à la production ou bien vient inciter l'organisme à la production de ces processus. Parce qu'ils peuvent s'endormir à cause de la mauvaise nutrition, à cause du stress. Voilà. Et c'est ça le rôle du médicament, sauf qu'il est chimique. Voyez-vous, il est chimique. Venez faire de l'ordre avec les armes, vous connaissez les dégâts collatéraux avec les balles perdues. C'est presque la même chose. Les organes sont sous pression, ils sont drogués. C'est pourquoi vous allez remarquer que les anglophones préfèrent dire drugstore au lieu de pharmacie et appellent les médicaments les drogues. Parce qu'en fait, parce qu'en fait, c'est une drogue qui incite l'organisme à une réaction incisive. Donc c'est un peu comme un viol. Un viol, lorsqu'un médicament veut se substituer à l'organisme, c'est un viol. Le système immunitaire n'est pas content. Et il n'y a rien de plus rancunier que le corps humain. Tôt ou tard, tu payes la facture. Il y a une mémoire.
la mémoire. Oui, voilà. Oui, mais justement, je vais rentrer dans la brèche, Dr. Dings. Alors, est-ce qu'on va dire fatalement qu'il ne faut pas prendre de médicaments pharmaceutiques lorsqu'on a par exemple des céphalées, une migraine, une douleur quelque part, on est blessé? J'arrive. Voilà. Très bonne question. Voilà, les plantes nous donnaient tout ça sans détruire notre organisme, en incitant, en assistant notre système immunitaire. Vous voyez, on a par exemple le gingembre et le curcuma pour lutter contre les douleurs. Mais on ne veut pas que les gens le sachent. On préfère nous donner... gingembre. Voilà, gingembre et curcuma sont des cousins qui font de très bonnes choses quand ils entrent dans l'organisme. Voilà. Mais par contre, il y a ceux-là qui sont très violents. C'est des braqueurs du système. Allez, vous allez sortir les processus et vous allez remarquer que plus tard, lorsque nous mangeons, juste une parenthèse, lorsque nous mangeons, nous buvons, une partie est rejetée, d'autres servent l'organisme et certaines parties sont stockées pour le troisième âge lorsque les cellules dépérissent. Parce qu'il y a l'ordre de croissance cellulaire. Les cellules croissent et à un certain moment donné décroissent. Ce sont les ressources que tu as accumulées qui gèrent ton troisième âge. Ok, pendant ce temps, si tu n'as plus de ressources parce que bombardé par les médicaments, tu vas sentir ça sur toi. Au troisième âge, tu es obligé d'être médicalisé avec des calmants qui te précipitent vers la mort parce que les douleurs rhumatismales sont tellement fortes qu'on est obligé de te donner de la morphine. Et vous savez que morphine a mort quelque part, même s'il n'y a pas thé. C'est pour vous permettre de mourir en dignité, mais très tôt. Vous voyez un peu ce que je veux vous démontrer. On a intérêt à élever le remède qui remédie et non le médicament. Le remède est plus naturel parce qu'il incite l'organisme à prendre ses responsabilités sans se substituer à l'organisme. C'est ça la supplémentation nutritionnelle, c'est ça la complémentation alimentaire et c'est ça le remède en fait. Laissons médicaments là. Mais par contre, il ne faut pas penser que le médicament est inutile. Oui. Allez-y. À cause des conditions obligatoires du modernisme, une bouffe approximative, un environnement qui n'est pas très bon pour notre système immunitaire parce que le stress est immunosuppresseur. Parfois, nous mettons en vacances nos processus vitaux. Ils s'endorment, ils ne sont plus efficaces. Il faut donc le médicament pour déclencher, il faut la drogue pour déclencher les processus endormis pour un temps. Ok. Ça se passe avec des bêta-bloquants, ça se passe avec des... Bref, le monde du médicament, ainsi de suite. Mais docteur, est-ce que vous craignez finalement une conséquence d'accoutumance? Le problème avec la drogue, le point commun avec toutes les drogues, c'est l'accoutumance. Ça crée l'addiction. Oui, parce que nous avons une mémoire qui fonctionne avec l'intelligence quelque part. Lorsque vous incitez l'organisme à accepter du n'importe quoi, il s'habitue. Donc l'algorithme corporel est réécrit avec l'adoption de la connerie, ou bien de la substance. Mon Dieu. Avec l'adoption de la chimie que vous avez imposée. Regarde, comment devient-on phosphoïde dans un artisan? Un artisan du fofo. Voilà. On commence d'abord par des petites doses qui nous assomment. On dort même au goudron, on se réveille, on dort dans la rigole, on bagarre, on perd le dentier. Mais après, l'organisme dit, acceptons, validons. Tu t'habitues. Et attention, c'est ça l'organisme qui commence à demander sa dose de phosphore. C'est ça un peu ce qui se passe quand il y a cette accoutumance. Tu ne peux plus te passer de ton phosphore. Parce que l'organisme est écrit, c'est toi qui as fait ça. L'algorithme a été réécrit avec l'adoption du phosphore, donc le phosphore devient utile pour toi. Mais comment comprendre, docteur Jean, que... Parce que je suppose, j'ai pas envie de dire que vous êtes le seul homme médecin sur Terre qui avait ces connaissances. Je suppose que ils sont nombreux même au Cameroun pour le cas de parlons même de manière générale l'Afrique. Mais comment est-ce qu'on peut laisser son peuple s'empoisonner ou mourir? Il y a l'ignorance d'abord. Il y a des médecins qui m'approchent pour me demander, mais mon école là, c'était... Parce qu'ils se réveillent brusquement. Vous savez, j'ai vu un ancien
après avoir fait 25 ans de médecine, il ne savait pas qu'il n'est que prescripteur. Il m'a approché, il est ici à Douala. Il m'a approché, il dit, mais mon frère, tu me révèles. C'est vrai qu'à un moment donné, moi-même, je commence à avoir peur. Il ne prend pas les médicaments, il cherche les tisanes, mais il prescrit aux gens parce qu'il a remarqué que quelque chose ne va pas. Voilà quelqu'un qui a 25 ans de pratique de médecine, qui ne sait pas qu'il n'est que prescripteur, en fait, qui ne connaît même pas son statut profond réel. Voilà, nous sommes dans du suivisme et voyez-vous, lorsqu'on martèle dans les esprits que le médicament est la solution en matière de santé, on fait avec et ça sort comme ça sort, voyez-vous. Mais il faut réveiller des gens. Je vous révèle que nous n'avons aucun système de santé propre à nous. Le système de santé camerounais est je ne sais pas s'il faut dire, d'un moribondisme qui ne dit plus son nom, mais allez, accepter comme vous voulez. Parce que ça fait quand même peur. Hein, oui, mais justement parce qu'on a pensé le Cameroun à la place des Camerounais. Ce n'est pas au diapason des attentes. Nous avons besoin d'être naturels. Nous sommes nègres, nous sommes noirs, et nous sommes plus normalement rapprochés de la nature que le poulet de ferme. Suivez mon regard. Mais est-ce qu'on peut se passer des vaccins? Est-ce qu'on peut se passer des serviettes hygiéniques par exemple? J'ai 6 enfants. Oui. J'ai 6 enfants qui n'ont jamais été vaccinés. Alors, population de l'Ouest, vous me connaissez, non? Par exemple, vous me connaissez, est-ce que je mens? Sinon, prenez le téléphone. Je n'ai aucun enfant vacciné. Et aucun ne connaît l'hôpital. Le premier a 19 ans, la dernière a 3 ans. Elle était ici un jour avec moi, vous l'avez vu. Jamais vaccinée, mais elle ne connaît pas l'hôpital. Elle ne connaît pas l'hôpital. Je ne dis pas qu'elle ne tombe pas malade. Voilà. Mais le vaccin est une escroquerie. Ça fait 150 ans d'escroquerie. Le vaccin contre la poliomyélite, pour éviter justement le paludisme. La poliomyélite est le fruit d'une carence. Une carence. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Vitamine A et le virus de la polio détalent comme vous ne pouvez pas imaginer. Mais j'aimerais quand même, parce que j'aimerais quand même faire un petit témoignage. Durant la période Covid, à cette époque, c'est le docteur Jean qui m'avait dit, je crois que c'était les feuilles de papaye. Les feuilles de papaye. Oui. Parce que j'avais, je ne sais pas si c'était le Covid, mais en tout cas, j'ai attrapé une grippe, je ne sais plus trop ce que j'avais. Est-ce que c'était pas psychosomatique? Est-ce que vous n'avez pas les symptômes psychosomatiques? Donc j'ai pris, il me laisse ça, prends les feuilles de papaye et tout. Oui, j'ai fait bruit dès le premier jour. Plus rien. Hop, envolé. Voilà. Donc c'est ça, donc c'est quand même, c'est vrai, c'est un petit témoignage comme ça. Oui. Et justement, le docteur G, je me souviens à ce moment-là, martelait tous les jours sur les plateaux, ne prenez pas ce vaccin. Covid, c'est pas une maladie. C'est une grippe, juste une grippe. Le coronavirus, c'est une grippe. Oui, donc voilà, je tenais vraiment à le dire. C'est bien parce que moi j'ai expérimenté, aussi simple que ça, et puis les résultats étaient là. Donc, je voudrais revenir au niveau de la consommation des médicaments. Alors, quand on est une personne qui est dans un environnement, on est souvent habitué que quand on tombe malade, on doit soit aller prendre un Doliprane, un Para, bref, toute la famille que cela comporte, et que vous êtes face à quelqu'un qui vous dit que non, quand tu es malade, ben, il faut éviter de prendre le médicament. Il accepte que son corps souffre. C'est-à-dire que si au moment où je parle de ça de mon père adoptif, lui... Tu viens alors expliquer tes problèmes personnels. Non, je parle, c'est un exemple, c'est pour comprendre. Il ne prend pas de médicaments. Donc, tu le vois, il est en train de se bagarrer avec la maladie. Il dit qu'il ne prend pas de médicaments. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il a eu à travailler en tant que gestionnaire. Il y avait un comité de gestion, président du comité de gestion d'un CMA ici à Douala. Et puis, il a eu à travailler auprès de certains médecins. Il a vu ce que le médicament peut apporter. La preuve, c'est qu'avec son épouse, il dit à son épouse que toi, le médicament va te rendre folle. Parce que, petit truc, tu prends le médicament. Il ne prend pas de médicament, mais cependant, tu vois qu'il est énormément malade. Et à un moment donné, c'est quand peut-être il peut sentir que la toute dernière énergie qui restait, il prend le médicament. Quel est le but? Le but, c'est quoi? C'est que le corps s'habitue à ne pas prendre des médicaments, créer son propre métabolisme. C'est quoi l'objectif? Le problème se situe au niveau d'une bonne information. Parce qu'il ne faut pas tout mélanger.
Voilà. Le médicament a son rôle et je vais vous expliquer pourquoi le médicament a son rôle. Je vous ai dit tout à l'heure qu'aussi vrai que c'est une drogue, c'est utile dans le sens d'inciter l'organisme à prendre ses responsabilités. Mais le problème, c'est la chronicité de l'action. Est-ce que vous prenez sur un plan purement chronique, c'est-à-dire sur du temps, ça va retourner contre vous? Oui. Je vais vous expliquer quelque chose. Vous avez par exemple ce que les jeunes avaient avant là qui n'existe plus malheureusement. Non, heureusement, la gonococcie est en train de disparaître naturellement. Oui. Quand un jeune chopait la chaude-pisse, s'il ne prenait pas un antibiotique, vous savez comment ça menaçait? Tu pleures sans retenue, surtout les hommes, pas les femmes, parce que on pleurait, pas moi, nous pleurions. Voilà, donc c'est un exemple, permettez. Voilà, si vous ne preniez pas un antibiotique puissant, vous étiez mort de douleur, voilà. Donc, le médicament a son rôle, c'est un extincteur, ok? On a un extincteur ici, voilà, dès qu'il y a incendie, il est utile. Et après, on ne marche pas avec. On ne devient pas extincteur partout. C'est un peu comme l'histoire du Michelin qui gère votre roue. Vous ne le prenez pas, c'est quand on colle ta roue là, tu viens avec le Michelin. Non, tu avances, il reste. L'attrait vient arranger ton clignotant et tout ça. Il ne va pas avec toi. C'est ça le rôle du médicament, en fait. Voilà. Même comme les remèdes, si on modernisait ce que l'Africain ne veut même pas, ça, il n'y a aucun programme. Ne parlons pas des ministères de la recherche scientifique. Depuis 1960, on cherche, on n'a rien trouvé. Je crois qu'il faut créer même des ministères de la trouvaille. On a quand même trouvé les chauves-souris là-bas. Et les pangolins, oui, c'est bien ça. C'est qu'on est mort. C'est qu'on est mort. Voilà. Donc le médicament a son rôle. Si on a un ministère de la recherche au diapason des attentes qui essaye d'élever et de moderniser les connaissances ancestrales, on peut avoir le système de santé le plus performant au monde. Mais on se laisse berner par les impositions qui ne sont pas au diapason des attentes, qui sont décalées justement parce qu'on n'a pas pensé le Cameroun par nous-mêmes. Mais il y a une cabale contre, ceux qui cherchent, ceux qui trouvent même des molécules pour guérir. Nous avons le cas de de monsieur Anomangou, qui avait trouvé un protocole, une formule pour guérir une pathologie. Et je pense qu'il a été muselé, donc ça s'est très mal passé. Et ce n'est pas que l'apanage du Cameroun. Je pense que beaucoup de chercheurs africains sont muselés, n'ont pas les coudées franches pour justement maintenir le peuple africain et peut-être mondial au plus près même de ce qui pourrait véritablement le soigner. Bon, alors, et puis je vais rentrer dans ma propre brèche pour vous emmener en Chine, par exemple, Dr Jinx. Alors, pourquoi les Asiatiques, notamment les Chinois, ne se sont pas laissés embarquer dans une... cette éducation occidentale. Voilà. Pourquoi les Africains se laissent embarquer? Pourquoi on muselle les Africains alors que les Chinois, ils vivent centenaires, les Chinois. Ils vivent centenaires. La question ils sont vigoureux, les vieux. Santé, mais oui, ça passe par l'alimentation, par une hygiène de vie, le tai chi. Comment ils font ça, Dr. Voilà. Jinx? J'ai été choqué parce que je ne vais pas me spécialiser en quelque chose de bon, toujours dans le sens de la médecine, en Corée du Sud. Je suis à Séoul. Et au bout, dans la soirée, les bancs publics sont annexés par des familles. On cesse de travailler. Et vous voyez, il y a la marche à pied, il y a le tai chi ici, il y a la musique de l'autre côté. Mais tout ce qui m'avait impressionné, je n'avais pas encore 2 jours là-bas. Je regarde une famille, tous se ressemblent. Mais il y a un vieux, un moins vieux, je baisse le ton, parce que je ne sais plus comment dire. Il y a un moins vieux et un moins vieux. Je m'approche. Je dis bonjour, je peux vous poser une question? On dit nous sommes habitués, vous les Noirs, vous nous posez cette question. Je vais anticiper. Ça c'est mon grand-père. Ça c'est mon arrière-grand-père. Ça c'est mon grand-père. Ça c'est mon père. Voici mon fils. Voici mon petit-fils et mon arrière-petit-fils. J'ai eu mal. Des générations. Oui, j'ai eu mal. J'ai pensé qu'en Afrique à 62 ans. On est maudits. J'ai été choqué. Je dis non, tu te calmes. Il faut juste imiter les bonnes manières. Quand vous entrez ici, rentrez avec les bons exemples. Mais vous rentrez beaucoup plus avec Samsung. Donc, voilà. Mais après, il faut que nos gouvernements aussi, ceux qui nous dirigent, acceptent peut-être
de vous écouter et qu'on puisse mettre en application. Vous savez, l'Organisation mondiale de la santé, cette mafia-là a été créée pour surfer au bénéfice des firmes pharmaceutiques, en incitant le monde à croire qu'ils font dans la santé, ils sont la porte entrée pour une santé mondiale. L'Organisation mondiale de la santé dit faire dans la santé, mais non! Elle a tellement de casseroles et des mains sales que moins de 10% de son programme sont pour le bien-être de l'humanité. Et après, on a l'Ordre des médecins, qui est la copie de l'Organisation mondiale de la santé, qui n'est pas là pour le bien des patients, mais pour veiller à ce que le médecin ne déraille pas. Et vous allez comprendre pourquoi certains protègent leur pain quotidien. Moi, je suis grillé, je ne suis pas dans l'ordre des médecins. Donc, on ne peut pas me griller. Je suis cette ampoule-là qui ne suis un électron libre. Un électron libre, voilà. Je vais revenir sur l'autre volet de la question, même comme Anti va embrayer sur un autre aspect. C'est le côté cognitif dans le traitement. Quand je vous évoquais cet aspect tout à l'heure, parce que moi, j'ai une expérience personnelle, mais vous allez mieux expliquer cela en tant que chercheur et médecin, c'est que quand moi j'étais à un certain niveau, on avait l'habitude d'avoir le mal de tête chez nous, les céphalées, mes grands frères et moi. Et puis, ma femme, maman, parfois, elle nous faisait ça. C'était en frottant, soit parfois des éblas, parce que vous étiez trop le para tout le temps. Mais à un moment donné aussi, j'ai commencé que quand j'ai mal à la tête, je dis, tu n'étais pas au programme. Je ne te reçois pas, tu n'étais pas au programme. J'ai été menacé pendant une bonne période, mais à un moment donné, j'ai eu comme l'impression que, à base de ce que maman avait eu à faire et que moi-même j'ai eu à intégrer de façon personnelle, le mal de tête, pour que je puisse l'avoir, si je laisse, ça veut dire que soit j'ai un problème de ventre, ou bien je suis vraiment frappé par une autre maladie que le mal de tête. Vous qui êtes spécialiste, comment est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce phénomène? Voilà, si j'ai bien compris, vous voulez parler de l'impact de ce qu'on croit dans notre auto-guérison. Dans notre auto-guérison. Là-dessus, j'ai ma grand-mère de regretter mémoire qui m'avait un peu marqué. Elle aimait tellement l'aspro que tout était aspro. Oui. Tout était aspro et elle attendait plus son aspro que tout. Et les gens étaient étonnés parce que pour sa diarrhée, pour son palu et même pour le clou, au lieu de l'antitétanique, elle disait aspro. Et moi, je suis témoin des machettes. Voilà. Oui, j'ai connu l'aspro. Et voilà, l'aspro. Oui. Après aspro, il y a eu Finsic. Oui. Regretté. Oui. Voilà. Oui. Ma grand-mère, ce n'était que ça. Ce n'était que ça. Un jour, on a découvert que elle a une insuffisance cardiaque. Elle a refusé tout médicament. Lorsque la palpitation s'installait, elle prenait son para. Là-dessus, on va revenir, ok? L'apport de ce que tu penses est essentiel dans la santé en grande partie. C'est ce qu'on a développé en médecine moderne pour parler de l'aspect psychosomatique de la chose et du placebo. Oui. Voilà. Moi, j'ai suivi un jeune homme pour des calculs rénaux pendant près de 6 mois sans suite. C'était comme si, lorsque le traitement était sorti de son corps, les cristaux se réinstallaient automatiquement. Bon, lui, il était convaincu que c'est du poison, qu'on l'a attaqué mystiquement. Voilà. Donc, son organisme reproduisait ou bien était en faveur des cristaux qui bloquaient ses néphrons. Voilà. Un jour, alors, j'ai fait un petit jeu avec sa famille. J'ai dit, j'ai commandé un médicament. C'était la décomposition de mon nom, Jeans Lima Lilo Emmanuel. Voilà, le DDD, ainsi de suite. Le Dililib. Voilà. Je dis, j'ai commandé, on s'est entendu avec la famille, on a commandé le Dililib. Voilà. Et ça tardait à venir. On l'a mis en attente, en attente. On dit que ce sont les Indiens qui ont fabriqué. Et vous savez que sur le plan mystique, ce sont des gens très forts. L'Indien, non seulement c'est purement scientifique, mais c'est aussi mystique. Le gars est resté dans l'attente pendant 1 mois. Vous savez ce que moi j'avais emballé dans un sachet? C'était la poudre de baobab. Et simplement. Simplement. On a un infographe qui nous a fait une petite bonne estampille là dans son emballage. Le Dililib est arrivé quand on est venu en chantant et en criant. Super, lui-même il était dans la danse. Il a pris le Dililib et il est guéri. Quand je lui ai dit 1 mois plus tard que c'était la poudre du baobab et Dililib, c'est Jeans Lima Lilo Emmanuel, il n'a pas cru. Est-ce qu'il n'a pas rechuté? Il allait.
Mais il a fallu de l'aide psychologique. Oui, psychologique. Voilà. C'est vrai que nos 45 minutes, on a encore environ 5 minutes, mais vous êtes toujours avec nous jusqu'à la fin. C'est juste la partie débat. Mais moi, j'aimerais relever une critique quand même qu'on a souvent l'habitude, parce que on voit qu'il y a comme cette sorte de guéguerre ou de conflit entre aujourd'hui la médecine moderne, et je ne veux pas dire médecine traditionnelle parce que je trouve que c'est péjoratif, l'autre médecine. Et ce qu'on reproche souvent à l'autre, c'est qu'il n'y a pas, au niveau du dosage, on dit souvent un dosage, y a pas, on ne mesure pas vraiment, il faut faire très attention à ce que vous prenez. Et tout. Donc, qu'est-ce que vous répondez à ça? Les statistiques sont là. Les maladies iatrogènes tuent plus que tout. Quand je dis plus que tout, plus que les guerres. Tous les gens meurent tous les jours, surtout aux États-Unis et en France. En France, par empoisonnement médicamenteux. Donc c'est terrible. Mais vous voyez, la mafia est très grande. Le monde est manipulé. Quand tu manges, les remèdes dans la plupart des cas, ce sont des plantes. Non, ce sont nos légumes, ce sont nos feuilles, ainsi, qui n'ont pas d'effet. Quand tu veux manger ton dolé, on ne parle pas de dosage. Mais pour peu que c'est devenu un traitement, on va te parler de dosage. C'est du violent n'importe quoi. C'est de la mafia. Que ta nourriture, c'est ton médicament. Que ton médicament, c'est ta nourriture. Voilà. Moi, j'ai créé une petite pharmacie en bouteille. J'ai réussi à mettre 130 éléments dans une bouteille, mais je suis attaqué un peu partout. Les gens veulent me parler du dosage, ils veulent me parler du principe actif. Je vais vous révéler que le principe actif est aussi une autre mafia pour troubler les gens. Il y a quel principe actif? On va te dire que la papaye, son principe actif, c'est la papaïne. Oh Dieu. La mangue, son principe actif, c'est la mangaïne. Oh Dieu. Et ce sont des chercheurs qui trouvent. Le principe actif de l'iboga, c'est l'ibogaïne. On nous prend pour qui là? On nous prend pour qui? Voilà. Donc, cette guerre est bien menée par les systèmes qui sont en place pour gérer la puissance des firmes pharmaceutiques, l'Organisation mondiale de la santé, d'un autre côté, l'Ordre des médecins. Et là-dessus, je voudrais dire au président de l'Ordre des médecins que je ne m'adresse pas à lui. Il est juste dans un... Je ne m'adresse pas à lui, c'est quelqu'un qui... Oui, c'est un système. Et puis, il est même très sérieux. Il veut vraiment que la médecine porte des lettres de noblesse ou bien redore son blason. Et là, s'il est dans un système très dangereux. Mais ce n'est pas impossible de le faire. On le voit avec les États de l'AES qui sont en train de révolutionner tout là-bas parce qu'ils sont en train de retourner, on dit soit retour aux sources, sont en train de mettre un peu plus en lumière la médecine, notre pharmacopée en tout cas. Vous allez donc remarquer, comme je disais tantôt, que le Cameroun n'a pas été, ou bien beaucoup de pays africains n'ont pas été pensés par la population de ce cher continent. Lorsque vous êtes théoriquement en décalage, lorsque des théories sont censées vous faire du bien, vous apporter le bonheur, la paix, ainsi de suite, et c'est pas pensé par vous, il y a décalage. Vous n'êtes pas au diapason des attentes réelles. Regardez par exemple, ça a été très normal qu'on accepte le charlatanisme dans notre pays par des radios et beaucoup de charlatans écument les plateaux TV tous les jours pour vendre des illusions. Et ils se font des milliards. Moi, je connais quelqu'un qui est milliardaire grâce à la première FM. La première FM que je n'accuse pas. Grâce à la première FM où il venait raconter des histoires. Il n'est même pas du corps médical. J'ai appris qu'il a une maîtrise en littérature. Wow. Mais tellement malin dans la lecture des trucs internet, il s'imposait un peu dans presque tous les plateaux. Il parlait. Et comme l'Africain croit que ce qui vient de la télé et de la radio, c'est l'évangile comptant, cette manipulation n'a pas été bien maîtrisée par les pouvoirs, par le pouvoir en place. On a laissé faire et ça a créé une grosse entorse. Les véritables sont muselés et les charlatans sont élevés. Alors ça crée quelque chose devant un observateur normal. Il se dit, la médecine africaine, c'est du charlatanisme. J'en ai des preuves. Ces gens-là, je les connais. Si c'est ça la médecine traditionnelle, ça ne va pas. Donc tu vois, le charlatanisme est imposé. Alors qu'il suffit seulement de faire comme dans l'Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Ouest ou bien dans les pays de l'AES, aujourd'hui au Mali, lorsque tu prétends être un soignant, on te donne des malades et il y a des témoins. Et bien voilà. Wow. Voilà une véritable recherche. Qu'est-ce qui coûte aux sous-préfectures, aux préfectures, d'avoir un département chercheur pour soigner les gens? Non, on va prendre les gens pour demander d'écrire, de publier leurs travaux. Voilà, innocemment, tu donnes tes secrets, ils récupèrent et ils nous les vendent sous forme de... Voilà. Voilà. C'est vrai en plus. Voilà. Mais oui.
Voilà. Alors, moi j'ai connu une dame à Yabassi, DM si vous me permettez. Je connais une dame à Yabassi, Dr Jeans, qui soignait l'angine et la bronchite pour les bébés. Alors, j'ai souvent vu des personnes, des adultes, qui avaient soit des inflammations à la gorge et tout ça, donc des angines. Et puis la dame, elle prenait une coquille d'escargot. Je crois qu'elle y mettait un peu d'eau tiède, et puis elle vous donnait, puis vous gargarisiez, et puis au bout d'un petit moment, ça allait. Moi, j'ai vu, on lui a amené des bébés, elle frottait, je sais pas, des mixtures, un bébé qui avait du mal à respirer, qui avait la respiration littéralement bloquée. Donc le diaphragme, ça se voyait bien que le diaphragme était malaisé. Et puis, excusez-moi, le bébé recommençait à gambader comme un cabri. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas retrouver les garants de cette ancestralité? On ne veut pas. Parce que c'est une magie quand même. On peut retrouver les garants qui peuvent continuer à prendre cela à toutes les personnes qui en feraient la demande. Il y a 15 ans, j'ai rencontré même des banquiers pour qu'on donne une maison à un certain Samuel du côté de Yabassi parce qu'il n'en avait pas, pour qu'il nous montre le secret du traitement de la hernie testiculaire. Il vous faisait boire quelque chose. Moi, je n'avais pas cru parce que je connais un peu l'anatomie. Ouais, le lien entre la hernie testiculaire, la vessie, et tu vas uriner quelque chose. Il te donnait une décoction, tu buvais et tu urinais ta hernie testiculaire là sur place et c'était fini. Et il traitait aussi l'épilepsie. Donc tu fais ta dernière crise là devant lui et c'est fini. Je suis allé même voir le patron d'une microfinance qui avait pignon sur rue ici pour qu'on donne une maison à ce monsieur. Je lui donne le secret sous coffre. On fait un processus pour que ça serve. Pour que ça serve, c'est tout le monde qui disait, tu sais, c'est risqué, on ne peut pas être dans... ici, on n'ose pas, on est dans du suivisme. Je ne veux pas investir mon argent dans quelque chose de si abstrait. Je dis, je suis médecin, je peux trouver les épileptiques, on les soigne là. On m'a fait tourner ici à Douala, je suis devenu presque dingue. Samuel est mort. Waouh. Samuel est mort, il est parti avec son secret. C'est une mauvaise volonté, ce sont des gens... Nous sommes dans un système d'action folklorique. Ce n'est pas forcément le ministre qui sait ce qu'il fait. Je ne sais même pas s'il faut que dans nos programmes scolaires, on introduise que doit faire le député, que doit faire le ministre. Pourquoi pas? Il faut l'introduire parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font régulièrement. Ils n'ont pas l'humilité d'apprendre. On se retrouve avec un pays comme le Cameroun qui serait émergent depuis. Depuis, mais on est tout dans le suivisme moutonnier, ça ne va pas. Sur tous les plans, il faut toujours qu'on nous impose, des petits tintins nous imposent des choses ridicules. C'est très simple. On peut gérer notre pays sur tous les plans sans avoir besoin des importations. Je vous dis, c'est très simple qu'un sous-préfet ambitieux décide de réunir les praticiens. Il ne sera pas puni. Il croit peut-être qu'il sera hors du canevas ou hors de ses prérogatives, mais il ne sera pas puni. Au contraire, il sera béni par les forces divines et bien plus. Oui, parce que son action sera d'utilité publique. Tout à fait. On connaîtra qui sont vrais et qui sont des charlatans. Voilà. Parce que celui qui vient de loin, c'est lui qui manque trop. Et tu ne le connais pas. Il vient souvent de très loin. De très loin. Il vient nous tromper. Il vient nous tromper. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Dr Imagine. Merci pour ce moment que nous avons partagé avec vous. Même si on dit vous restez avec nous, ce n'était que la première partie. On a encore environ 45 minutes. Avec 3 rubriques. On aura également besoin de vous. C'est vrai qu'on va parler de l'actualité africaine, peut-être aussi camerounaise. Une fois de plus, politique, économique. On reviendra sur le GCAM peut-être demain. On va évoluer avec la chronique de Pharaon. On va donc l'introduire. « 96.3 FM for You Radio ». Merci d'être avec nous. Chers auditeurs et télé-auditeurs, le point sur une actualité phare également avec vous, Pharaon Intéressé. Eh bien, qu'il me soit permis de réitérer la bienvenue au Dr Emma Jeans. C'est un régal. Je bois du petit lait. J'ai appris plein de choses encore aujourd'hui. Et j'aimerais passer la journée avec lui pour continuer à m'édifier. Docteur, vous êtes un génie. Merci. La phrase là. À tout seigneur, tout honneur. Bien. Alors, je ne sais pas si
les mêmes réalités sont vécues au Cameroun, les réalités que je vais évoquer dans quelques instants. Oui. Alors, il se trouve qu'en Tanzanie, l'influenceuse Jennifer Jovin vit un vrai cauchemar à cause d'une vidéo TikTok où elle danse sur une chanson satirique critiquant la présidente Samia Suluhu Hassan, mais elle n'est pas seule. Il y a 21 autres personnes qui ont été arrêtées avec elle, accusées elles aussi de trahison, un crime passible de la peine de mort. Wow. Alors tout ça pour une vidéo humoristique qui tournait sur les réseaux. Alors depuis l'élection très contestée d'octobre 2025, l'ambiance politique est explosive. Beaucoup pensent que le pouvoir utilise la justice pour faire taire toute critique, même la plus légère. Les défenseurs des droits humains dénoncent une dérive autoritaire inquiétante, mais même si la Tanzanie n'a plus exécuté depuis des décennies, les tribunaux continuent de prononcer des peines capitales. Alors le procès de Jennifer et des 21 autres personnes accusées inquiète le monde entier, car il montre à quel point la liberté d'expression est fragile. Alors une question, est-ce que ce n'est pas un peu fort de café de... La peine de mort. Oui, de procéder à la peine de mort. Maintenant, je suis contre le manque de respect, je suis contre tourner des personnes vénérables en bourrique, mais je voudrais quand même ouvrir une brèche sur la gravité quand même de la situation, même si je condamne la peine de mort qui pourrait être requise pour la jeune femme qui s'est amusée à danser sur une chanson qui se moquait d'une personne. Alors, Dr. Jeans, je voudrais évoquer, parce que vous êtes là justement, une parole de la Bible. Je ne suis pas chrétienne, j'ai pas peur de le dire, je ne suis pas chrétienne, je ne suis pas athée non plus. Je crois à cet être-là qui est le créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui est celui en qui j'ai le mouvement et l'être, d'accord? Mais il y a je crois qu'il y a une histoire dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, qui parlait d'un homme qui avait invoqué des animaux sauvages qui avaient dévoré des enfants parce que ceux-là s'étaient moqués de lui. Ils l'ont traité de chauve. Élisée. Ah, c'était Élisée, le grand Élisée. Alors, les enfants l'ont traité de chauve. Bon, si on était dans l'an, on aurait dit Congolibon, Congolibon, Congolibon. Oui. Il n'a pas apprécié du tout. Il a simplement fait une incantation. Alors, des lions, des bêtes sauvages sont sortis de la bourse et ont dévoré les enfants. Est-ce que vous visualisez un peu? C'est un peu fort quand même. Bon, faire tuer des enfants par des lions parce qu'ils l'ont traité de Congolibon. Donc, c'est pour dire à quel point le respect est super important. Alors, moi, j'ai envie d'appeler ça le body shaming. Ne jamais se moquer des gens. Parce qu'il y a des gens qui développent tellement de complexes qu'il ne faut pas mettre le doigt dessus. Il y a des gens qui sont chauves, il y a des gens qui ont des gros nez, il y a des gens qui ont de grosses lèvres, il y a des gens qui ont je sais pas moi. Mais alors, en Tanzanie, aujourd'hui, on se demande, est-ce que finalement, la liberté d'expression est encore de mise? Donc, en fait, ça soulève la question de la liberté d'expression. Alors, la jeune fille, aujourd'hui, est en train de se prendre toute une volée de bois vert, justement parce qu'elle aurait dansé sur une vidéo avec une chanson justement qui était satirique et qui allait à l'encontre donc de la dame. Et puis on se souvient également qu'il y a quelques jours, et puis enfin la Tanzanie connaît des violences post-électorales. Le climat est assez tendu. Il fallait pas rajouter de l'huile sur le feu. Voilà. Moi, ça me permet, je ne sais pas si comparaison vaut raison, mais avec le cas du Cameroun, également, certains d'ailleurs, après avoir pris connaissance de cette actualité du côté de la Tanzanie, ont estimé que le président Paul Biya est très gentil au Cameroun. Ah ben voilà. Très gentil, parce que oui, c'est une TikTokeuse qui a dansé. Personnellement, je trouve que la peine est très sévère. Personnellement. Oui, la peine de mort quand même. On parle quand même de la peine de mort. Voilà. Oui. Je trouve elle est extrêmement sévère, elle est extrême, elle est capitale. Oui, elle est capitale. Je ne sais pas vraiment. Moi, déjà, décider de la vie, de la mort d'une personne, vraiment. Oui, qui n'a fait que danser. Vraiment, je ne sais pas. Mais après, lorsqu'on regarde ce qui s'est passé également au Cameroun, parce que c'est pratiquement à la même période, ça s'est déroulé pratiquement à la même période, il y a eu des arrestations, effectivement, au Cameroun. Et d'ailleurs, on a commencé à libérer des personnes. Hier encore, on apprenait par exemple que du côté de la Damawa, 70 personnes, 70 mineurs ont été libérés. Sur 135. Voilà, environ. Alors, lorsqu'on regarde du côté de la Tanzanie, et s'il vous plaît, ces 70 personnes, entre autres, sont des personnes qui sont sorties, sont allées dans la rue, les casses et autres, comme on donc le sait. On les a libérés. Et lorsqu'on fait dans la comparaison du côté de la Tanzanie, et que voilà, c'est une jeune fille, je ne m'entends pas, j'espère que c'est bon, Martin, c'est une jeune dame qui a dansé sur une chanson satirique. Je ne sais pas s'il fallait qu'elle serve d'exemple, parce que c'est extrêmement sévère, mais il faut également le dire, au-delà de
ce côté sévère, on a quand même à faire... Le contexte, je pense, lorsqu'on est quand même dans un contexte politique assez tendu, il faut faire très attention. Parce que nous sommes tous responsables. Le moindre petit geste, la moindre c'est-à-dire qu'une étincelle peut mettre le feu aux poudres. Le feu, voilà peut mettre le feu aux poudres. Et vous parlez de la dirigeante. C'est-à-dire que c'est le chef de l'État du pays. Et malheureusement, quand il y a déjà des morts, on a l'impression qu'on se moque des morts. Et je ne partage pas l'ascension, mais je me dis quand même, je me dis au Cameroun, on est assez gentil. Et on retient qu'en Tanzanie, justement, à l'issue des violences post-électorales, il y a eu 200 manifestants qui ont été inculpés. Alors, et à côté de ça, pas libérés, hein. Voilà, qui sont trahison. Même pour trahison, parce que justement, enfin, la première dame, non pas la première dame, madame, le chef d'État estime que ces 200 manifestants étaient contre la nation, ils étaient contre le scrutin, ils n'ont pas respecté et tout ça, donc il fallait... Alors, enfin, moi j'ouvre une autre brèche, Sike Doumbé. Alors, est-ce que l'action n'a pas cette sévérité parce que justement c'est une femme? Parce que nous autres femmes avons souvent besoin de faire 2 fois, 3 fois plus d'efforts pour se faire respecter. Mais je suis d'accord avec vous que c'est fort de café quand même. C'est très fort. Requérir une peine de mort, requérir la peine de mort pour une jeune fille, contre une jeune fille, pour simplement avoir dansé. Oui, elle s'est moquée de sa maman. Oui, mais lui ôter la vie quand même. Voilà. Dr. Jeans, qu'est-ce que vous en pensez, docteur? Si quelqu'un me l'avait dit hors d'ici, j'allais croire que ce sont des ragots qu'on invente régulièrement, parce que c'est impensable, surtout de nos jours. De nos jours, c'est franchement impensable. C'est trop sévère. C'est extrêmement sévère. C'est extrêmement sévère, tout court. Voilà. Et si on fait un lien avec l'actualité, c'est vrai que c'est derrière nous aujourd'hui, mais lorsqu'on fait la comparaison, on sait que chez nous, du moins au Cameroun, on a commencé à libérer ceux-là qu'on avait du moins pendant cette crise post-électorale, entre guillemets. Vous pensez que c'est bien, c'est pour apaiser aussi la situation? C'est pour apaiser, et c'est l'une des choses que moi je peux apprécier du vieux, parce que quand il faut maintenir une certaine paix, il est capable de faire ce que le commun ne comprend pas. Vous voyez, il se laisse insulter, il se laisse tabasser. Il y a un jeune homme qui a dit s'il est devant le président de la République, un professeur de philosophie de l'autre côté, qui a dit en Mondiovision qu'il est prêt à la battre à bout portant. C'est le président. Ça quand même, c'est... Voilà, c'est le président Paul Biya qui le libère. Laissez parler les gens, laissez parler les gens. Donc, par rapport à la Tanzanie, le gouvernement camerounais est d'une sainteté humaine hors pair. C'est comme ça. Donc, c'était cette actualité qui défrait la chronique du côté de la Tanzanie et puis qui suscite des interrogations. Et moi, ce que je peux espérer, Sike Doumbé, si vous me permettez, c'est que la jeune fille en prenne de la graine, qu'elle comprenne qu'on ne se moque pas des aînés, et qu'on puisse lui accorder la clémence. Florent, je suppose que vous aurez peut-être été un excellent avocat pour la jeune femme. Bon, je n'ai pas voulu parler du sujet parce que je trouve que c'est fort, mais maintenant il y a des pays où on voudrait faire comprendre qu'on ne s'amuse pas. Si au Cameroun nous avons une certaine liberté d'expression, ailleurs ça ne joue pas du tout. Les gens sont vraiment, ils appliquent soit à la lettre et parfois même de façon personnelle pour régler certaines situations en démontrant l'exemple. Voilà une jeune dame donc qui va se retrouver en train de finalement perdre toute une partie de la vie. Ça me fait penser, c'est vrai, c'est un parallèle, il y avait 2 TikTokers nigérians qui étaient de religion musulmane parce qu'ils se sont retrouvés tout simplement à faire une sorte de parodie également dans un état où du côté du Nigeria, la loi, on les a obligés avec le gouverneur de se marier automatiquement. C'est une histoire qui date, je crois, de 2 semaines. Donc, on comprend que dans d'autres pays, par rapport à d'autres circonstances, on ne joue pas. Il y a des sujets avec lesquels on ne joue pas du tout. Quand vous touchez à ça, on vous dit que non, monsieur, vous avez franchi un seuil de non-retour
et là, vous écopez. Donc, c'est la raison pour laquelle, pour rejoindre les propos des Madins, qu'on n'aime pas, le Cameroun, quand même, à un moment donné, on peut penser que c'est un pays de saints, parce que là... Oh, voilà, merci beaucoup. Merci, Roland Thérésier. C'était une actualité. En tout cas, c'est vrai que c'est très triste. Mais en tout cas, ça... merci. Hein. Voilà, on va poursuivre avec Florent. On a encore quelques minutes à passer ensemble. Les 5 plus grosses actualités au Cameroun, mais aussi les 5 autres, on va dire pas l'international. C'est avec vous, Noira, après cette petite virgule. Voilà, donc on va aller à 5 formations donc, du côté du Cameroun. Commençons d'abord par dire que le très honorable Kavaye Djibril, dans sa posture de chef traditionnel, a eu à honorer Samuel Eto'o-Fils. Il y a quelques jours de cela, donc il a élevé au rang de Mada du côté donc de son Lamida, voilà. Et pour démontrer davantage la grandeur de celui-ci qui est devenu donc un notable de chez notable de ce côté. Eto'o-Fils qui continue. D'abord, les raisons pour lesquelles il a eu à le faire, on ne sait pas, mais on se pose quand même les questions que, après avoir donné le stylo au président pour qu'il puisse penser à un nouveau gouvernement, qu'est-ce que cela voudrait dire lorsqu'il donne le sabre à Samuel Eto'o? Allez donc chercher pour voir ce que cela voudrait dire. La deuxième autre information que nous avons, c'est que ça va chez le MRC. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Le 6 août dernier, donc, il avait été lancé une opération de remboursement de contributeurs à la campagne de Maurice Kamto, l'élection présidentielle de 2018. Vous vous souvenez de cette affaire de Survivor qui a fait perdre la vie à beaucoup de personnes parce que on ne parvenait pas à comprendre comment des individus ont réussi à faire voler de l'argent dans des mécanismes un peu très compliqués. Et on communiquait dans du Trésorier national, indiquait que la date du 10 novembre, il y a quelques jours, l'opération était close. Donc, si monsieur ou madame, vous n'avez pas eu l'occasion dans cet intervalle de temps-là, votre argent, vous n'allez plus récupérer cela. Ça va aller vers d'autres caisses. On a appris que en ce moment, si on se discute quand même les milliards du côté du MRC au niveau de la présidence, c'est pourquoi c'est pas trop... Non, je dis ce que ça... Je ne cherche pas les problèmes. Je suis en train de donner l'information. L'autre information, c'est bien sûr, c'est le MINAT pour la Tangandi, après le tour dans la région septentrionale. Il est annoncé ce jour à Douala, dans le littoral, pour venir aussi apporter le message de l'apaisement. Nous savons clairement que parmi les villes ou les régions qui ont eu à bouger durant cet moment de turbulence, Douala a beaucoup bougé, il y a eu des morts et autres, donc il est venu avec un message d'apaisement. Quelqu'un disait, un internaute hier, que on a comme l'impression que le Saint-Esprit a pénétré le ministre à Tangandi parce que la façon dont il parle avec un certain calme... On parler de la Bible, hein. Oui, non, c'est un monsieur, il va à l'église tous les dimanches. Et cela lui a valu le nom de l'apôtre de la paix. Oui, on lui a donné ce nom-là, apôtre de... Oui, les journaux, les journaux de Molinex, apôtre de la paix. Non. Du moins pour l'action qu'il a eu à mener. Il était au nord Cameroun, voilà, maintenant il va venir à Douala. Et... Non, c'est un monsieur qui va à l'église. J'avais eu l'occasion d'être en face de lui un jour. Et non, ça me prend, quand vous parlez de la Bible, ça peut dire qu'il récite permanemment la Bible. Donc c'est vrai qu'il y a aussi monsieur Limbilobe qui récite souvent la Bible. Mais lui, à Tangandi, de façon constante, il vous dit que le dimanche, de 11h à 13h, il est à l'église. Donc, ne le cherchez pas à cette heure-là. Alors, l'autre information, bien sûr, ça, c'est peut-être en rapport avec Tangandi. Mais là, c'est une rumeur, c'est pas encore une information qui est avérée. Je dis bien que c'est une rumeur. Il se dit bien sûr que le candidat Issa Chiroma Bakari aurait envoyé des émissaires du côté de Yaoundé pour qu'il y ait une clémence de sa part afin qu'il puisse revenir au pays, mais sous quelles conditions? Dans l'optique qu'il n'aille pas en prison, mais qu'il puisse rester soit résident surveillé à Garoua
ou à Yaoundé. Il est dans une sorte d'engrenage entre un bloc de l'autre côté et un bloc camerounais qui veulent déstabiliser le Cameroun. Il se dit prêt à parler, mais cependant, il voudrait qu'il y ait des garanties. Je dis encore, c'est une rumeur. Ne venez pas garer un sang payé là-devant. Vous dites qu'il a dit que c'est une rumeur. C'est une rumeur, je précise bien. Alors, la dernière information camerounaise, c'est bien sûr le Cameroun-RDC. Vous savez que demain, on va se jouer le match des barrages. On est à un tournoi de 4 équipes. Cameroun, RDC et puis Gabon, Nigeria. C'est tellement fort entre les deux équipes. Sur le plan notamment du papier et des résultats, le Cameroun ne part pas favori, selon ce que disent certains analystes. D'ailleurs, même Nabil Djenik, qui est du côté de notre média français, qui a le bouquet partout en vent, en poupe en Afrique, a eu à l'indiquer. Mais cependant, le Cameroun, c'est une équipe surprise qui, généralement, lors des match à élimination directe comme celui de demain face à la RDC pourrait présenter un autre visage. On espère certainement que dans ce cafouillage qui existe au sein du management de l'équipe nationale, les joueurs réussiront à trouver le Hemley et le fighting spirit pour pouvoir y aller. Directement, on va du côté, bien sûr, de l'Afrique et hors du Cameroun. On ouvre avec notre voisin, le Gabon. Donc, ce mercredi, la Cour criminelle spéciale de Libreville a donc condamné Sylvia et Noureddine Bongo à 20 ans de réclusion criminelle. Donc, par contumace, parce qu'ils n'étaient pas là. Présent, oui. Parce que le président Oligui Nguema leur avait accordé une liberté provisoire. Ils sont accusés de détournement de fonds publics. Au bout de 2 jours, il y a eu des témoignages qui ont démontré qu'ils ont réussi à trouver des couloirs pour se créer leurs propres capitaux à usage privé. Et cela a donc mis à mal la gestion financière au sein notamment du Gabon. Cependant, ces 2 derniers disent qu'ils ont subi des tortures, dont ils vont déposer plainte auprès notamment d'un tribunal à Paris parce qu'ils ont une nationalité française. Nous avons également appris pour le président Ali Bongo. Donc voilà ce qui est dit pour Sylvia et Noureddine Bongo. Plus de détails dans le 20h de For You Media aujourd'hui. Du côté de la Guinée, il y a 2 jours donc, le fameux projet de 2 décennies, Simandou 2040, a été donc finalement lancé par le soin du général d'armée Mamadi Doumbouya, auquel prépare donc 2 chefs d'État africains, le Gabonais Oligui Nguema et puis le Rwandais Paul Kagame, qui sont venus. Vous savez qu'il y a trop un rapprochement avec le président Doumbouya, qui sont donc venus donner de la voix. Un projet qui vise donc à mettre la Guinée sous un autre visage, un pays avec beaucoup plus d'infrastructures. Donc certainement, on peut comprendre la raison pour laquelle le président voudrait briguer la magistrature suprême pour pouvoir mener à bien ce projet. Au Sénégal, nous en parlions en off tout à l'heure, c'est que avec ce qui est en train de se vivre comme un match de boxe entre le camp Diomaye et certainement le camp Faye, le président et son premier ministre, parce que le président Bassirou Diomaye Diarra Faye avait eu à adresser une lettre dans le cadre de la coalition Diomaye président pour indiquer que une certaine Madame Aminata Boch ne devait plus être présidente. Elle a réussi sa mission jusqu'à l'élection de mars 2024. Il fallait donc qu'il y ait une rencontre, une conférence des leaders pour qu'elle passe la main. Mais 2 mois plus tard, c'est resté lettre morte selon la lettre du président Bassirou. Il a donc fallu qu'il puisse nommer Madame Aminata, je crois, Sarah Fall, quelque chose comme cela, pour que celle-ci dirige désormais. Il y a donc eu une réaction cette fois-ci maintenant du PASTEF et de sa coalition pour indiquer que le président Faye n'a pas le droit de démettre Madame Aminata Boch de ses fonctions. Elle a conduit la mission et puis le président Faye n'est pas président de cette coalition du PASTEF et les autres alliés. Il est tout simplement question qu'il était candidat à l'élection présidentielle. Donc, on peut comprendre clairement que de l'autre côté, quand le PASTEF parle, c'est le Premier ministre Ousmane Sonko qui parle d'une autre manière, même s'il ne se présente pas. Et puis, il y a la coalition Diomaye président. Et on a vu l'armada de la force de puissance du côté du stade Senghor à l'Esplanade. Toute cette grande
parade, avec le meeting, où il y avait des foules immenses. C'est comme pour dire que on risquerait de partir à un moment donné, ou soit s'il n'y a pas la scission entre les deux hommes, il y aura vraiment beaucoup de changements au sein de l'appareil politique du Sénégal, ce qui ne va pas du tout faire les affaires des Sénégalais, où on se disait que les jeunes peuvent venir changer la donne. Et le Nigeria qui est bien sûr sous le coup des menaces et de la peur. Depuis les menaces de Donald Trump récemment, il y a eu un crash au niveau du marché boursier nigérian, avec presque une perte de 6,6 milliards de dollars, de francs, parce que à cause de ce que nous connaissons, où Donald Trump avait eu à menacer le gouvernement nigérian, comme quoi des chrétiens davantage mouraient. Il y a donc eu sur le plan financier et économique des valeurs marchandes boursières qui ont eu à baisser avec l'impact économique provoqué donc par cet assaut. Et puis nous sortons avec l'Angola qui fait donc 50 ans d'indépendance. L'événement donc a été célébré avec des joujoux. Le président João Lourenço, qui est en même temps président des exercices de l'Union africaine, a invité les Angolais à pouvoir préserver, consolider les acquis jusqu'ici pour que un Angola puisse se construire et que les Angolais soient fiers de vivre dans leur pays. Voilà donc, madame. Merci, Moha. Merci beaucoup. Une catastrophe. Qui vous a dit que rien n'est jamais parfait? Donc, je peux dire, hein? Il n'y a jamais du 100%, non? Non, mais moi, j'ai là comment? Moi, je veux déjà commencer. La dernière partie de l'émission. Les têtes allaient tomber tout de suite. Il aime écouter la musique. J'ai une casquette de musicien aussi. Je suis instrumentiste et chanteur. Ok. Alors, lui, chante d'abord. De quel instrument vous jouez? Batterie, saxophone, piano, le drums, guitare. Tout ça ici dans ce studio. Oui. Ouais. En fait, parce que je voulais un peu écouter d'autres. Oui, il peut faire une mélodie, non? On dit quoi? A cappella. A cappella. Les ressenteurs romains. Alors, let us welcome. Non, ma voix. Non, c'est pas un problème. Oui. Mais je promets prochainement de faire quelque chose. Ah bah, on a eu le coup au cinéma Le Vaury avec Wes Madiko. Et il était donc sur scène. Et puis quelqu'un lui a demandé de. Il dit que non, il a la tour aujourd'hui. Papillon a fait ça aussi une fois. Il en a de tousser tous, comme Desmond Tutu. Papillon a dit ça. Et Amatou Toumouna. En tout cas, merci. On va aborder le dernier point parce que nous sommes à la fin. C'est le on s'en fout ou on ne s'en fout pas. On vous donne une information et puis vous allez simplement nous dire est-ce qu'on doit en parler ou alors on zappe. On s'en fout pas. C'est important ou c'est pas important pour vous. Donc, on va commencer avec le Burkina Faso. Est-ce que vous connaissez le coach? Il y a un coach sud-africain là. Celui qui a cambré le derrière comme ça là. Donc, vous le connaissez? Non. Oh, il y a un coach en tout cas, je vois dans TikTok, mais c'est un gymnaste. Il est gymnaste. On dit qu'il fait des squats. Le footballeur. Il fait des squats. Oui, il fait des squats. Oui, et bien, il a voulu aller du côté du Burkina Faso. Oui. Effectivement, parce qu'il avait des rendez-vous, il devait organiser effectivement des séances là-bas. Oui. Et les autorités burkinabées ont interdit son entrée au Burkina Faso. Pour le Burkina, ce n'est vraiment pas le moment. Les autorités ont estimé que le pays avait des choses plus urgentes à faire pour son peuple au lieu de ce type de divertissement. Oui, on ne peut pas s'en foutre parce que ce monsieur, quand même, quand on regarde beaucoup plus, il y en a qui se plaignaient. Parce que, je ne sais pas d'autres, je ne sais pas si vous l'avez déjà eu, il a réussi à se donner une plastique avec des courbes qui auraient des aspects féminins. Non, vraiment. Ça peut dérouter. Oui, ça peut dérouter, ça peut dérouter. Et puis nous savons aujourd'hui que la ligne que le Burkina Faso est en train de prendre, on évite même davantage que des jeunes aient des pensées occidentales dans des histoires de dessous qui ne vont pas aider. Il faut rester vraiment concentré. Un pays concentré, tu sais. Oui, tu sais. Et donc le Burkina Faso est un pays concentré en ce moment. Donc on s'en fout pas. On s'en fout pas. Oui, et justement, le capitaine Ibrahim Traoré s'en fout justement de ce que la communauté LGBT
LGBT pourraient dire, parce que c'est un lobby tellement puissant que ils ont parfois eux-mêmes le sentiment, je parle des LGBT, qui peuvent empiéter, qui peuvent dicter aux gens leur conduite. Parce que justement, lorsque les communautés LGBT sont mises à mal, bah, ils trouvent que voilà, c'est de l'injustice. Donc du coup, je suis certaine que bientôt... il va payer la tontine. Oui, il va payer. Mais sauf que je lui fais confiance. Comme on dit à Bépanda, le garçon est debout, donc il n'a pas peur. Donc de ce côté-là, lui, ils s'en fout en tout cas. On va poursuivre, Dr Jean, avec cette information du côté du Cameroun. La ministre Navola Lyonga annonce l'organisation des cours de rattrapage dans tous les établissements d'enseignement secondaire. Ceci pour remédier à l'interruption des cours, vous le savez, liées aux perturbations liées à la crise post-électorale. On s'en fout, on s'en fout pas. On s'en fout pas. Ouais. C'est important. C'est très important. Enfin. Alors, tout à l'heure, on parlait, on est toujours dans cette tension post-électorale, le GECAM qui alerte suite à la crise née du scrutin du 12 octobre dernier. Le GECAM exprime son inquiétude face à la situation économique et sociale actuelle. Dans sa note signée par le président Célestin Tawamba, le GECAM informe que le pays fait face à une crise d'une intensité préoccupante dont les répercussions économiques d'une gravité exceptionnelle se font ressentir sur les activités, la fluidité des échanges et la perception du Cameroun sur la scène nationale. On s'en fout pas parce que le domaine économique est tellement important et nous savons aujourd'hui que, mis à part le côté des élections, le Cameroun quand même est une porte d'entrée au niveau de la sous-région Afrique centrale, ce soit même le golfe de Guinée et au niveau également la région des Grands Lacs. Et ces derniers temps, le corridor Douala-Bangui, Douala-N'Djamena a eu à beaucoup souffrir au point que il y a des gens appartenant ou abhorrant l'idéologie d'un candidat à l'élection présidentielle promettait aux uns aux autres que si vous engagez après Bertois de prendre la sortie pour aller peut-être du côté de Ngaoundéré, sachez que on va prendre votre véhicule en route, on va brûler votre camion, on va faire ci, on va faire ça. C'est tout récemment que il y a par exemple des camions qui on a entassé des bœufs pour venir du côté de Yaoundé ou bien de Douala. Ça pose un problème au niveau sur le plan économique. Donc il y a encore cette frayeur-là de pouvoir vérifier. Et même sur le plan peut-être international, il faut le dire, il y avait des menaces qui étaient comme quoi on devait faire tout pour que dans les alentours des aéroports du Cameroun, on essaie de créer un peu un climat d'insécurité. Ça ne favorise pas complètement l'aspect économique. Donc, il faudrait davantage que très vite, le président, ou du moins avec son équipe, travaille à ce niveau-là. Bon, maintenant, je vais aussi dire que le président du GECAM, même s'il parle pour le compte des entreprises, il n'a pas aussi été très bon ami avec le président, hein, parce que de façon très claire, il avait affiché son soutien à un certain candidat. Donc, il peut avoir beaucoup de frémissements davantage. Et depuis qu'il est à la tête du GECAM, ça n'a pas toujours été une odeur de sainteté entre le groupement des entreprises avec l'État du Cameroun. Et là, toujours davantage beaucoup secoué, contrairement à l'ancien président qui était là. Donc, peut-être, quelque part, c'est bon d'avoir toujours un aspect critique, mais sur le plan aussi des affaires, ça pourrait être compliqué. Toutefois, il faudrait que le gouvernement, bon, du moins le président, parce qu'on s'attend à ce qu'il y ait un nouveau gouvernement, doit travailler ce côté-là pour que le facteur confiance revienne. Vous voyez, je vais sortir par là. Le cacao était encore vendu il y a quelques temps à 5325 le kilogramme, au-dessus même de la Côte d'Ivoire, qui en est même le plus grand producteur. La Côte d'Ivoire est dans les 1800-2000. Maintenant, on est revenu encore dans les cours de 3225. Vous voyez quand même qu'on a perdu un gap. Pourtant, on était déjà quand même sur une très bonne ligne sur le marché international. Quand même. On poursuit, cette fois-ci, des scientifiques chinois développent un médicament pour prolonger la vie humaine jusqu'à 150 ans. Docteur Emadina, c'est ton affaire. On zappe ou on commence? On zappe. C'est pas important. C'est pas important parce que c'est une chimère. C'est une chimère. Pourtant, moi, les Chinois. Les Chinois. Non, on sait pourquoi. Il faut attirer l'attention sur... Vous vous souvenez ce qu'ils nous ont fait avec le Covid, non? C'est eux qui se sont en sortis avec plus de milliards que tout le monde parce qu'il fallait qu'on parle d'eux. Et actuellement, je vous assure que j'ai étudié ce qu'ils sont en train de proposer. Sincèrement, c'est de la chimère. Ils veulent attirer l'attention. C'est de bonne guerre. Hein. Les Chinois, ils exploitent toujours... sont des opportunistes fonds. On comprend, mais quand même qu'ils respectent la science. Et puis qui c'est qui a intérêt
intérêt à vivre. Bon, c'est vrai que bon, ok, être un vigoureux, vénéreux vieillard, vénérable vieillard de 95, 100 ans, mais ça commence à faire limite quand même. Alors vivre 150 ans, est-ce qu'on a encore encore les réflexes? Non, mais 150 ans, non mais non, c'est trop. Je suis désolé. Bah oui, voilà. Parce qu'à 150 ans, un bonhomme de 150 ans qui fait sur lui, qui devient sénile, qui n'a plus. Est-ce qu'ils vont développer donc des médicaments ou alors des choses pour que à 150 ans, qu'on soit encore alerte, comme un jeune homme, comme une jeune femme, qu'on puisse faire le marathon à 150 ans? C'est de la chimère. Ils veulent qu'on parle d'eux encore une fois et c'est de bonne guerre. Voilà. En tout cas, si vous dormez dans votre pays, eux, ils développent des choses. Voilà, fait vivre des gens jusqu'à 150 ans. Coupe d'Afrique des Nations au Maroc 2025, eh bien, les visas électroniques, du moins gratuits. On apprend là. C'est bien. Visa électronique gratuit. On va se verser au Maroc là. Bon. C'est bien parce que c'est gratuit. Oui, c'est bien parce que c'est gratuit. Mais cependant, ceux qui vont partir, ils auront des problèmes. Vous avez vu comment, comment le Qatar a eu à faire là. Oui. Parce que les gens vont partir croyant qu'ils vont se faire Ashraf Hakimi là-bas. Ou bien du Mominga Maleu. Sauf qu'on va rester quand c'était. Mais parce que il va jouer demain. Alors, moi, mais je vais te dire que Michael Grandin-Gadjui et Bassoko, c'est là où j'ai appris la danse de Mominga Maleu. Hein. Donc, s'ils ont eu à le faire, ça veut dire que. Martin Kelly, nous on l'appelle ici chez nous, l'autre Mominga Maleu. Non, mais regarde. Oui, non, mais je dis, je m'en méfie un peu. Tout ce qui est, enfin, certaines choses gratuites sont des leurres, sont des pièges. Bah, tout le monde va se ruer là-bas et après ça va faire des dérives. Non, vraiment, je m'en méfie un peu. Les grandes compétitions, généralement, comme ça, c'est aussi une occasion pour le pays de se vendre. Oui. Ça booste aussi l'économie, on profite un peu au niveau du tourisme. Oui. Et tout généralement, bon, c'est souvent ça. Ouais. Alors, on a encore deux dernières informations. Le Gabon, tout à l'heure, Noira en parlait. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations qui concernent le procès, justement, de la famille Bongo. De Sylvie et son fils Noureddine. La famille Bongo a détourné 4 402 milliards de francs CFA, soit 4 fois plus le budget de la santé publique sur 14 années. Je ne sais pas si on doit s'en foutre, si on doit commenter ou on commente. Non, c'est très compliqué cette affaire. En fait, quand j'ai vu l'info, je me suis dit, ok, 4 fois le budget de la santé publique. Après, quand on dit encore sur 14 ans. C'est-à-dire qu'il y a eu des grignotages. Et puis, il y a des gens qui misaient quand même dans le pays. Et ça fait penser aux images quand pendant la période des arrestations, vous voyez des mallettes, des grosses mallettes d'argent dans des pick-up. Les gens parfois parquaient, on n'arrivait pas à comprendre. Alors, ils ont été condamnés par contumace, la mère et le fils, à 20 ans d'emprisonnement. Bon, je ne sais pas s'il y aura prescription ou pas. Alors, au bout de 20 ans, s'ils reviennent au Gabon, est-ce qu'on... Non, ils vont plus revenir au pays. Bon, ça dépend. Ils peuvent revenir. Après 20 ans, c'est fini. Voilà. Ils ont purgé leur peine. Oui. Surtout si M. Olindi aussi... non, parce que s'ils reviennent, ils auront purgé leur peine, mais il y aura d'autres Gabonais qui auront appris leur histoire. Vous pouvez voir. Ils peuvent décider de tourner la page. Tourner la page. Tourner la page. Alors, la dernière information, c'est un drame fait social du côté de Yaoundé. Un nourrisson de 10 jours qui meurt dans un incendie. L'incendie a été causé par une défaillance électrique. Alors, l'information, j'ai voulu qu'on en parle pour justement alerter aussi par rapport à... Parce que c'est tout ce que nous vivons cela dans notre quotidien. Lorsque nous regardons nos marchés, nos habitations, comment est-ce que les poteaux électriques... Quand vous allez même ailleurs, il n'y a même plus de poteaux électriques. Oui. Vous allez dans certains pays, je ne sais même pas, c'est à peine si vous voyez un fil, un courant électrique. Mais chez nous, ça va un peu. Donc, c'est une interpellation quand même à nos autorités et la société en charge, effectivement, pour qu'on essaye de moderniser quand même nos infrastructures. C'est pas normal. Déjà, la mauvaise qualité de l'énergie électrique, la mauvaise qualité des installations, la mauvaise matière, parce que vous avez des courants qui, lorsqu'ils sont branchés, les fils électriques, lorsqu'ils sont branchés, commencent à faire des étincelles. C'est de la mauvaise fabrication, c'est de la mauvaise qualité. Et puis, il y a un tripatouillage,
un bidouillage. Les filles sont tellement entre les vols de courant, et puis c'est généralement dans les quartiers où les quartiers précaires qu'on retrouve ce genre de mauvaise installation. C'est dangereux parce que imaginez-vous si lorsque le courant part, lorsque l'électricité part et qu'elle revient, eh bien, elle revient tellement parfois fort que les appareils justement qui sont concernés font un bug et c'est malheureux que ce soit ce bébé qui en ait subi, voilà, qui a payé. Elle était où, la maman? Les parents étaient où? C'est ça, autant de questions. Voilà, autant de questions. Docteur Dinan coupe le courant chez vous? Constamment. Ce sont les jeux de lumière. J'ai même comme l'impression que quand on va rétablir tout bonnement le courant, on aura la nostalgie de ces pertes de courant. Ça va nous inquiéter un peu. Oui. On en est arrivé à faire ouais quand le courant revient après. Voilà. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Nous sommes à la fin de notre grand talk sur For You Radio. Ronan Thérèse, ce fut encore un plaisir. C'est toujours un plaisir renouvelé. Pour une fois que c'est moi qui suis dans la posture de la chroniqueuse, ça me manquait, ça faisait longtemps. Parce que c'est moi qui étais habitué à mener la danse, à mener les interviews. Là, tu voilà. sens oui, aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai pas la contrainte. Moi, je suis devant ma chef, c'est vrai, mais je peux quand même rire. C'était un plaisir. Merci, Noira, merci beaucoup. Oui, merci également. Ce qui est bien dans cette émission, c'est qu'on sort du protocole, le protocole télévisé. Parce que tu veux être vraiment, ça dit que tes vraies habitudes. Oui, mes vraies habitudes là. Non, il veut toujours pas de Mouming Gabalé. Je ne sais pas pourquoi. dit que on sent comment ça te manque. Il faut le voir imiter la danse de Mouming Gabalé. C'est quelque chose. En tout cas, merci Noira. Avant de dire merci à notre invité, moi, il y a Kevin et Martin. Il y a Martin Kélé. Kevin, Mongo. Mongo et Kélé à la mise en onde. Voilà. Merci beaucoup. Merci, cher. Ce sont les choses qu'on ne peut pas faire en télé. Merci. En radio, pour les faire. Voilà. Merci, cher monsieur. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Docteur, c'était un plaisir. Bien, voilà. Je te laisse le soin de dire au revoir à notre invité. Bon, docteur, on va faire un petit jeu, vous et moi, qui va durer 30 secondes. Oh là là, le petit jeu. Avec les maniaques. Quelle est votre couleur préférée? Bleu. Quand vous rencontrez une personne, qu'elle soit un homme ou une femme, qu'est-ce que vous regardez en premier chez cette personne-là? Ses yeux. Pourquoi? Parce que j'ai envie de lire qui est cette personne. Parce que les yeux sont le reflet de l'âme. Tout à fait. Quel est votre repas préféré camerounais? Je dis. Oui. Riz sauté. Riz sauté Mbunga. Riz sauté Mbunga. Ce qui me plaît, c'est qu'il le dit avec un air tellement candide, comme un gamin. Et vous avez gardé votre âme d'enfant. J'ai pas arrêté de le remarquer tout le long de l'émission. Je vous en sais gré pour ça. Parce que parfois on oublie de rêver. On oublie de faire ressortir l'enfant qui est en nous. Et ça, vous l'avez fait parce que je suis une grande enfant moi aussi. Donc j'ai retrouvé mon alter ego. Super. Non, ça a été un plaisir. Cette émission, c'est un régal. C'est vraiment un régal. Merci infiniment. Je m'en vais très content. Bien le bonjour chez vous. Merci. Voilà. Merci, c'est la fin et on se donne rendez-vous demain.